on discutait un moment. C'est vrai qu'il était un peu crado, parce qu'il est arrivé au stade comme ça, quoi. Il n'y croyait plus dans rien, donc je ne sais pas à quoi c'était dû, s'il y a eu un problème de divorce dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà qui il était auparavant, et je pense qu'il a porté très haut les couleurs du pays, donc je ne peux que m'attrister de ce départ aussi par la petite porte, quoi, si je peux le dire ainsi. Qui c'est que j'ai appliqué moi encore? Mais Girard Emmanuel Dimano, Mano Girard, qui m'a là aussi la semaine passée. Il était justement lundi passé, m'a pas ça, c'est la semaine là, moi prendre ça. C'est pour qui occuper un lot de culture à Gamboumaï Galante. C'est frère Jean Girard, c'est quoi frère Jean Girard, qui était de politique. Eh ben, il était tellement vieux, il était 69 ans, mais à disons tout l'âge. Moïse Ezol, il était 73 ans. Donc tout ça, c'est beaucoup quand même qui était jeune. Mais bon, il était fait lobby toujours, mais bon, ça, il fait. Et encore remercier pour ça qu'il fait. Et au soir là encore, nous avons d'autres bourgons que nous veillons pour saluer, c'est Yvon Mathurin. Yvon Mathurin qui était 77 ans et qui était huissier. Eh bien, Yvon Mathurin, c'est frère à Jean Mathurin, qui était conseiller technique de football, qui a quitté nous. Et c'est frère aussi à Joby Mathurin, qui a quitté nous aussi. Donc, on a 3 frères Mathurin. Eh bien, monsieur aussi, c'était un huissier. Donc, ça, huissier, son métier qui reste, son métier que nous n'avons pas aimé. Mais il faut faire, mais en tout genre qu'on fait aussi, il faut toujours rester humain. Parce que toute bité qu'on fait, mais en même temps, toute bité, c'est l'homme qui derrière. Et selon le comportement, on peut exposer aussi à l'eau mauvaise vibration. Parce que des fois, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Il faut toujours changer ça. Et dans quel que soit le domaine, ni la loi et ni l'esprit de la loi. En tout cas, nous passons saluer toute la famille Mathurin et on va croire que Père à son âme. Parce qu'en occasion rencontrée, pas ni longtemps, il peut-être 3 mois, nous étions bourrés à Emile Tibéraï, pas doué passer comme il était souhaité. Apprendre aussi mort à papa Joseph Tidekabopor. Joseph Tidekabopor, je sais, petit Tidekabopor, c'est beaucoup parti de Bao. Et Joseph Gassonraï, c'est un des Guadeloupéens qui investit dans la bijouterie et que nous avons félicité parce que je sais, presque toute bité qui est en Guadeloupe a disparu en mer guadeloupéenne. Donc les oignons guadeloupéens qui ont habité en Guadeloupe, c'est soutenu, c'est tchembé, même si ils ont senti qu'il y a des défauts, parce que pour le monde, pas blanc qu'on neige, tout le monde a des défauts à eux. Mais toujours changer, qu'elles sont guadeloupéens, et à partir du moment qu'elles sont guadeloupéens, ils ont un effort particulier à faire de soutenir, parce que sans quoi, la Guadeloupe a rien de taille. Et il y a quand même moi-même, est-ce que le mot Guadeloupe, c'est qu'on que nous qu'à parler dans quelques années, est-ce que ça fait vision Dieu Guadeloupe, est-ce que le Guadeloupe, est-ce que ça fait mon sens? Donc tout ça, ce sont des petites prévisions qu'en dit autres, et que peut-être pour là pour comprendre ça qu'en dit autres là, mais rassurez les autres, sans qu'en dit autres là, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est Guadeloupe et Ganouillé, donc il faut nous protéger nous pour nous rester Guadeloupéens. En tout cas, nous avons 10 minutes de recueillement à tout à l'échelle. Voilà, donc le mot d'amour, chers auditeurs, pour vous ce soir, c'est quoi? Élève ton cœur et entre dans la nouvelle année avec la certitude que celle-ci sera vraiment merveilleuse. Visualise le meilleur qui émerge de chaque chose. Je peux te révéler quelle splendide année ce sera. Mais si tu n'acceptes pas ce que je dis d'un cœur plein de gratitude et que tu n'attends pas et que tu ne t'attends pas au meilleur parce que ta foi et la confiance sont placées en ma parole, elle ne viendra pas. Tu dois participer à son avènement. Tu dois l'accrocher à mes merveilleuses promesses et croire. Il ne s'agit pas de croire avec la tête. Tu dois croire avec l'intuition, avec ce savoir intérieur qui vient du plus haut de moi. Regarde, je vais devant toi, je prépare le chemin et je rends possible ce qui est apparemment impossible. Seul le mieux, l'absolument parfait est destiné aux âmes qui m'aiment vraiment et me mettent au premier plan. Très bien, chers auditeurs, j'espère que vous vous concentrez sur ces termes, ces mots que je vous raconte là, parce que ce sont des mots qui sont pleins de spiritualité et qui ont plein de bon sens officiel de la Guadeloupe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Guadeloupe première. Et ça m'a permis de voir, comment il s'appelle, Josette Dierpont, qui est une amie,
ainsi que Guy-Luc Belrose, un syndicaliste dont j'avais déjà entendu parler, mais que je ne connaissais pas spécialement. En tout cas, ce débat-là, c'était quoi? C'était au sujet de Les Rebelles, une association de jeunes qui, depuis quelques mois, défraient une certaine chronique dans les collèges et lycées parce qu'ils sont un peu très actifs et ça dérange un peu. Donc, moi, je ne vous en dirai pas plus. Simplement, dans le débat que j'ai vu à la télé, j'ai senti que Joseph Dierpan s'est exposé un peu et Belrose m'a fait plaisir par son calme et la précision de ce qu'il disait. En tout cas, si j'ai quelque chose à vous dire, parce que vous savez que chaque fois que je parle de quelque chose, c'est jamais comme ça. Je m'engage toujours, je dis ce que moi je pense de ça. Il n'en déplaise à certains, mais je donne ma position. Et ce que j'ai reconnu, c'est que de plus en plus dans notre pays, il faut faire preuve beaucoup de psychologie dans certains cas. Et je pense qu'au niveau de cette affaire, il y a eu un manque de psychologie de la part probablement des responsables de l'établissement qui se sont précipités à faire intervenir la police, tout ça, alors que je pense qu'il n'y avait pas un mobile aussi grave. Je pense que quand on doit... Je ne suis pas là pour défendre l'absurde, hein, vous savez, vous m'entendez régulièrement, je suis quand même quelqu'un qui respecte les valeurs et qui demande à respecter des valeurs. Simplement, quand on veut coincer un jeune, il faut vraiment attendre la bonne raison. Là, je crois que l'argument n'était pas suffisamment fort pour que ça prenne cette tournure-là. Et en fait, la preuve, le recteur après, il était obligé de venir et puis demander la réintégration de ces enfants-là immédiatement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait été trop loin dans ça. Ce n'était pas la peine de faire autant de tapage pour rien du tout. Le jour que le tapage mériterait d'être, il faudra y aller. Mais là, je pense que c'était un peu prématuré. Il n'y avait pas de quoi. Et ce que je dis aussi, c'est qu'au moment où on voit les hommes politiques comme de vieux chiffonniers se déchirer dans les hémicycles divers, pourquoi? Pour mariage pour tous, des espèces de conneries. Permettez-moi de vous le dire. Le mariage pour tous, c'est quoi ça? On a besoin de ça sur la terre? Eh bien, on a besoin de lois pour justement permettre aux proviseurs d'avoir une certaine autorité. Parce que si on sent qu'il y a un manque d'autorité maintenant, si on sent que les jeunes ne respectent rien du tout, il y a des lois à mettre. Les gens qui mettent leurs pantalons sous leurs fesses, là, un truc ridicule aussi, qui les empêche de marcher bien, qui déforment leurs pieds, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais tout ça, s'il faut faire des lois, faites des lois immédiatement pour arrêter ça. Au lieu de perdre votre temps dans un truc de mariage pour tous, alors que les jeunes couples, monsieur et madame, les jeunes, ne se marient plus. Mais c'est les couples gays qui veulent se marier. Vous ne vous rendez pas compte du danger que nous vivons là, sur la terre? Regardez les gays, comprendre bien ça à autres, les non, gens encore comprendre ça, vous voulez comprendre bien ça à autres. Gay à autres, pas contre les autres en tant que gay, ça c'est problème à autres, parce qu'on dit ça. Ça qui a sacrifié derrière Ayo pour être devant Ayo, ça c'est problème à Ayo, toujours. Mais moi, on dit à une société globale que nous vivons, à une vie commune, on croit que ça sent en forme de dérive. Et on a changé, qui non, il y a longtemps, hypocrite, moi, à Bastère, nous avons discuté de ça, il était tant flémé, dit on bitin, et il était venu répéter, il a flémé, on gens qui ont dit, il n'y a pas comme ça, flémé d'expliquer ça. On a oublié non, là, pris non, mais si tu es à l'écoute, je te prie, appelle-moi quand tu peux, on va voir. Alors, je sais à qui était ça, où là nous arriver. Eh bien, à présent, moun a demandé la polygamie en France, tu vois. Parce que comme c'est autorisé, il y a autorisé l'homosexualité, eh bien, moun qui voulait être polygame, a demandé qu'il y ait accordé loi à ça aussi, ouais, tu vois. Et il n'y a aucune raison, tu vois. Donc, voilà dérive là commencer. Ce n'est qu'un commencement, parce que les gens ça qui pété de toutes parts. Bon Dieu a créé la terre aux gens, ils ont besoin de mettre en gens aux autres. Mais il faut savoir que ça a créé tout un nombre d'effets collatéraux, on va dire ça, des effets collatéraux. Bref, en tout cas, moi, je dis qui est toujours là pour une position, moi, non déplaise à certains, mais moi, en pas une langue de bois. En cas parler, si on vient dans une radio, c'est pour un discours. On pas vient dans une radio pour un disant cher petit papa, on vient dans une radio pour en faire essayer de comprendre un nombre de choses. Gens en cas senti, et s'ils sont pas contents, gens là que moi j'ai développé là, au moment ça, ils ont fait un qui tourne petit bouton là, ils ont pas bouton d'autre. Ça c'est très facile, ça pas obligation.
Bien, alors, on va savoir aussi, on habite à Guadeloupe alternative, je sais, politique là, qui vient aux gens au pays. Mais je sais que vous êtes toujours très en avant-garde. Parce que là, on voit document à Guadeloupe alternative, ça fait un plaisir parce que ce sont des éléments, la gauche alternative, parce que ce sont des éléments que, en cas expliquer depuis au moment, en cas des autres certains vidéos. Et que peut-être des fois, ils n'ont pas nous comprendre, ils n'ont pas rester à dans ce sens. Ouais, Tim c'est à ça, sont indépendantistes. C'est ça, genre de parole là, ça ne va pas parler. Mais en fait, je n'ai pas comme ça, mon cas raisonner, c'est la tête. Il faut comprendre quand mon cas des autres. Ce n'est pas un cataloguer, ce n'est pas une question d'indépendantisme. C'est une question de nous avons situation, il faut nous garder les forces en présence. Et en pays, je n'ai pas dit autres que tout pays qui a construit, tout pays qui a vu nos gens, à partir du moment que les habitants veulent vivre nos gens. C'est tout. Il n'y a rien qui est impossible sur la terre. Donc, rapatrier la classe politique guadeloupéenne, rapatrier, vous comprenez? Donc, qui peut dire en blanc des yeux que la Guadeloupe telle qu'elle est un progrès? Personne, sauf une poignée qui s'enrichit encore beaucoup sous la bête, par conséquent, à pas tout dire les changement, il faut dire et redire pourquoi et comment et avec qui. Et l'État français nous décentralise d'acte 1 en acte 2, d'acte 2 en acte 3. Pourtant, pendant ce temps, tout fout le camp. Tout l'activité économique, puisque nous devenons toujours plus dépendants de l'extérieur. La cohésion sociale, puisque, faute d'être mobilisés autour d'un vrai dessin de pays, les gens sont à la défense, toujours plus éparpillés dans un soft qui peut généraliser. On se console chaque année de carnaval enchanté Noël, mais rien n'y fait, ça va plus mal chaque jour, et l'idée même de Guadeloupe se décompose. Est-ce qu'en cas disant ça depuis des mois et des mois, que est-ce que la Guadeloupe peut même dire qu'est ici la Guadeloupe aujourd'hui? Ce sont des mots quand j'ai dit depuis longtemps il y a dans l'émission. Changer en 18, ni 5 ans là, président qui a parlé à la radio. Mais 5 ans, c'est même discours là qui tient. Je ne peux pas dire que d'après les vents, quand on a couru par là, moi avec Michaud, moi avec Livrel, moi avec ceci, moi avec. Je ne pas comme ça, moi pas avec pour nous. Moi, ça avec moi-même et avec bon Dieu surtout. Avec bon Dieu, mais c'est vérité à la là. Et en tout cas, chers auditeurs, l'heure passe très vite. Donc, je vais prendre un répit. Donc, nous allons faire la première pause de la soirée. Il y a déjà un invité parmi nous qui est là. J'envoie un grand salut à Micheline Virolan. Micheline Virolan qui est une Setanaise que j'ai rencontrée récemment et qui me disait qu'elle était très à l'écoute de Kilti FM, que je ne la connaissais pas. Et elle m'a dit oui, il a écouté l'émission là, il a écouté toute qualité d'émission, il a écouté toute qualité de nous à ces radios-là. Donc, on est très content de ça. Encore une fois, force Béra ou Donznak. Béra ou Donznak sont beaucoup qui sont une espèce de chivon central à basketball en Guadeloupe, notamment la SS. C'est qui un peu découvert Jacques Cachemire. Encore voyons grand force aussi pour Gérard Casalis. Gérard Casalis sont arbitre aussi, grand footballeur qui fait partie de la tournée en 1952, première France sélection Guadeloupe en France en 1952. Gérard Cadan. Et après ça, il a épousé la carrière d'arbitre. Donc, en l'occasion, un dessert à Sadi Guédu, parce que lui aussi, c'est vous qui j'ai au moins 85 ans à la montée. Donc, quand vous voyez belle fausse bail, parce que on est bien envie de recevoir un petit jour là, ça ici, mais de ça, comme il y a Bastet, ça n'est pas évident de trouver un garçon pour mener, etc. Bref, mais ça peut être fait d'un moment à un autre. Encore, vous voyez belle force aussi pour Nicole Plantier. Nicole Plantier, c'est fille à. On des boucs à chercher le plus. Et dernièrement, on a découvert Nicole Plantier par rapport à Gérard Pesson. Quand vous voyez belle force par Gérard Pesson, on a des grands footballeurs guadeloupéens aussi qui jouaient à Saint-Etienne, ils sont à Songé. Gérard Pesson, c'est un des boucs les plus doués de génération Haïti. Il a joué en sélection basket et en sélection football, avec pied gauche. Donc, imaginez ça, il était parti à l'époque à Saint-Etienne. C'est Gaouner qui était venu chercher. Malheureusement, en blessure, empêché d'aller là pour mais il jouait quand même dans le professionnalisme en France. Il jouait au Paris FC, enfin. Il fait une petite carrière quand même, mais son bon normalement, qui était excessivement doué et qui était à la limite plus fort, il est parti en Guadeloupe qui Maurice Trésor. Le grand Maurice Trésor, que je vois, qui fait les grands Maurice Trésor là. Mais à même âge, parce qu'il était en même sélection junior là. Mais Gérard Pesson était 2 fois plus fort que Maurice Trésor. Donc c'est pour ça qu'on a dit des fois que nous, le bout qui était aussi fort que nous qui fait professionnel, attention.
ni des boucs qui pas fait professionnel, mais qui étaient aussi forts qui c'est là qui fait professionnel là. Hein. Méfiez-vous, pour une raison d'une autre, ils n'ont pas peut-être fait carrière, soit ils ont blessé, soit ils n'ont pas parti en France, soit ils ont vu travail. Bref, mais tenir gros footballeur qui pas professionnel, hein, méfiez-vous. Bien, mes chers auditeurs, voilà, c'était. Donc Nicole Plantier, des cas de autres que papaye. Pour longtemps pour trouver, c'est Roger Plantier. Et Missier aussi fait partie de sélectionneur qui était en France en 52. Il est mort depuis longtemps, mais n'a pas arrivé à trouver pour membre à la famille à Missier, Roger Plantier. C'est un beaucoup qui joue aussi Noir de Bastère, et c'était un très très bon joueur. Et puis, eh ben voilà, arrivé à trouver à tomber à son fillaille, qui était lui-même très ému de voir qu'un monde est caché chez papaye. Donc c'est pour ça qu'on dit, chers auditeurs, pas comprendre que le travail n'a pas fait, le travail n'a pas fait, mais d'une manière terrible, 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 et en profondeur, en profondeur, en profondeur. À tout à l'heure, chers auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous attaquons ce soir une émission musicale avec vous, spéciale Timbal. Timbales. Là, en quelque sorte, écoutez, au souhait là, des qualités spécimens à solo Timbal, parce que nous sommes malades à Timbal. Donc, au cela, nous avons démarré avec le premier solo là, ça, c'est pour moi un projet de solo, ça, en matière de timbal. C'est M. Jimmy Sabater, qui est là, à Dondis, à Kosé Mangoual Junior. Eh bien, son compositeur qui est Kouéo Lama. Donc là, on veut mettre ça, quel que soit les là où on mettez là, nous avons dérégler meilleur, parce que timbal, quand on est contre timbal fait. Et au souhait là, tous ces morceaux-là, là, tous ces timbalistes que vous écoutez là, c'est des vitesses qui passent des moments mémorables parce qu'on sait qu'ils ont loin dans un pays, puis pas danser parce qu'il faut envoyer monter. Au souhait là, Jean-Paul là, qui a envoyé monter, c'est comme ça la musique là qui a envoyé monter aussi. Bien, eh bien, chers auditeurs, il est malheureusement presque 18h, donc on ne va pas attaquer tout de suite avec l'invité parce que vaut mieux attendre la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que je pourrais vous dire que j'ai oublié de vous dire en amont? Eh bien, le comité régional de cyclisme, vous savez, c'est toujours un bondissement permanent. Là encore, hier soir, dans cette veillée où j'étais, j'ai appris des choses vraiment impensables. Et c'est pourquoi je dis, le président Bernard Choulet, il a fait 8 ans là, je crois qu'il peut arrêter. Voilà. Il peut arrêter, il peut laisser notre équipe prendre le relais, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais il y a des choses vraiment... qui se passe dans ce comité régional. Et rappelez-vous, j'avais lu un tract pour vous, il y a quelques semaines de cela, mais effectivement, au-delà du tract même, il y a des choses encore plus graves. Mais ce que je voulais souhaiter dans le cyclisme, c'est que du sang neuf revienne, mais pas du sang neuf qui soit encore pire que ce qu'on enlève. Et c'est ce que je redoute, parce qu'il semblerait qu'il y a une manne financière que tout le monde court après, c'est-à-dire aussi la régie publicitaire du tout de la Guadeloupe. Je crois qu'il y a certainement des oseilles à gagner là et que tout le monde peut aller dans l'ongle. Et c'est ça le drame de notre pays. Trop de gens ont faim et ils ont toujours dit qu'ils n'ont pas capable de faim séparer manger. Malheureusement, ni des gens qui pour moi, des cas penser qu'il n'y a pas de monde qui peut faim. Mais en fait, ça n'a pas écrit assez pour vous. Tout le monde en ben, mais on a faim qu'on rate. Hein. On a fait qu'on rate et c'est dommage, je crois que tu es tout bête là. Alors, je savent, chers auditeurs, comment attaquer assis le père Guédu et des cas les autres au niveau des reconnaissances. Et ce week-end-ci, on a un grand ami aussi qui va reconnaître la pointe, c'est Paul Chonchon, Polo Chonchon, que il a rôle de sport à la pointe Noailles. Donc, Paul Chonchon qui est un bouquet de père en fils, c'était des amis à papa, c'était des amis à moi aussi. Ce sont des boucs qui ont passé des bons moments avec. On connaît le frère C.I., on connaît le beau-frère aussi, qui j'avais dans la radio là. Bref, c'est un bouc qui est très élégant, c'est un bouc qui est très convivial, c'est un bouc qui est très fraternel. Et on a trouvé que Paul Chonchon ni doit ni aurait en reconnaissance après ta pitre, par carrière sportive elle est déjà qui était excellente en matière de basketball à la solidarité scolaire. Il jouait là de nombreuses années, il jouait en sélection de la Guadeloupe aussi. Et puis, Paul Chonchon, c'est un bout qui rentrait au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre comme conseiller municipal et adjoint. Très jeune, très bonnet, en 4 fois. Et d'après 100 ans, il est resté presque 40 ans au service de Bangou. Donc, son Bouga Bangou à mort. Donc, à partir du moment qu'il s'est Bouga Bangou à mort, trouver moyen que moins à faire des explications, que moins pas d'accord que le rôle des sports à Pointe-à-Pitre qu'a porté nous à Paul Chonchon. Pourquoi?
pas que Polo pas ni droit, ni obité à côté noir, parce que Polo a donné. Polo sont des Raoubou qui, au-delà des situés avec Bangou, mais tout le monde était mounaï. À part Bangou qui était ni, même si ça comptait contre Bangou, mais lui, il était passé au-delà de ça. Et il était resté au bout très humain. Donc, moi, on a dit que oui, il doit à nous obité à côté noir après. Mais pas le rôle des sports. Attention, et mon gars, il faut comprendre ça qu'a dit autres là. Parce que le rôle des sports sont obité qui costaud, sont obité qui très costaud. Et pour moi, le rôle des sports, c'est Noir Jacques Cachemire pour porter. Parce que Jacques Cachemire, c'est le recordement des sélections en France. Ça, c'est on était sérieux ça. Là, on voit n'importe qui nous sorti, à n'importe quel pays, vient à un rôle des sports en Guadeloupe, il peut voir un buste en basketteur, avec un panier, il peut demander qui bouga ça, il peut dire c'est M. Jacques Cachemire qui a été le recordement des sélections pendant de nombreuses années en France, qui a usé ses bottines sur tous les stades d'Europe et du monde. Ça, il mérite ça. Pas la petite route qu'on a mis à son nom pour entrer à Daoussier. Arrêtez ces gens ça. Arrêtez les bangous avec ces cinémas autres là. Polo, excusez-moi, à part qu'on vous voyez, hein, Polo Chanchon, à part qu'on vous voyez, en d'accord qu'il y a Union Bitin, mais encore redit que pas le rôle des sports. Le rôle des sports sont Bitin qui est trop costaud pour nous panier. Puis grand basketteur qui passait des années durant des annales en France, Jacques Cachemire et pas ni rôle du sport là non. Ils ont dit mais ça vous voulez, mais Bangou faut tomber la pointe parce que pourquoi faire trop malhonnêteté. Parce que Cachemire peut porter rien politiquement, il peut porter aux voix Jacques Cachemire parce que Jacques pas de leader politique. Quoi ouais? Polo Chanchon, il peut porter aux voix parce que Polo tout vieux monde tout monde qui a un service parce que c'est un bout très gentil. Il a quand même dit ça. Parce que non, je les ai écoutés, ils ont écouté à nos oreilles, ils ont mal écouté. Pas dit que Paul Chanchon n'a pas mérité une reconnaissance. Hein. Oui, il faut bien une reconnaissance, mais pas le rôle des sports. Le rôle des sports, pour moi, est estimé trop fort pour Paul Chanchon. Ça, le rôle des sports, c'est M. Jacques Cachemire, plus grand basketteur de la Guadeloupe. Et s'il n'y a pas Jacques Cachemire, ils ont été élevés, ils ont été Alain Scolli. Parce que Alain Scolli, c'est le premier Guadeloupéen qui jouait en équipe de France de basket. En là, ils ont parlé, les gens qui fait des magies en pays, là, ça, on l'a pas dénoncer les autres. Parce que ils ont fait tout le monde qui fait avec les autres, mais il faut respecter la hiérarchie. Les gens qui parlent de rôle des sports à nos pays, hein, eh bien, il faut ça ni valer à ce pays-là, j'ai produit en matière de discipline là ça. Il y a qu'à croire qu'avec Jacques Cachemire et avec Alain Scolli, ils ont tenu deux éléments point 3 qui étaient largement mérités rôle des sports là. Et pas Polo Chanchon pour l'instant, pas Polo Chanchon, on rôle des sports peut-être à Bergevin, à Citari 4, ou bien à Rizzi, enfin, on dit d'accord, mais pas rôle des sports là. Alors, à bon entendeur, salut, et moi, j'ai dit que Paul Chanchon, en panique accompli, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins apprécié. Mais moi, je ne suis pas d'accord que c'est rôle des sports là, un point, c'est tout. Chers auditeurs, encore une petite pause, et à tout à l'heure pour la deuxième partie. Très bien, voilà, chers auditeurs, et bien là, ce soir, vous venez d'écouter un deuxième morceau de la soirée, Manio Kendo et Orchestra Libre. Manio Kendo dans un concerto de Kendo, et bien là vous avez entendu un autre timbaliste encore, que celui-là aussi, il est déjà décédé malheureusement. Et bien imaginez-vous que Manio Kendo, je l'ai connu à l'époque de la part de Jacques Chaumont-Lamotte, alors que j'étais au service militaire en Martinique. J'avais 20 ans, en 1976. Et en fait, je dormais avec cette musique-là dans ma tête, mais à fond. Donc vous voyez un peu le paysage. Bien, messieurs auditeurs, nos invités sont là ce soir. Eh bien, nous allons commencer avec le premier. Le premier qui est là, c'est M. Patrick Nérini. Le Patrick Nérini que nous allons consacrer en 2003 quasiment anthropologue, parce que Patrick Nérini n'a pas besoin de titre. Mais en même temps, Patrick Nérini, quand on regarde son parcours, quand on regarde ce qu'il est capable de produire, quand on regarde sa communication, c'est quelque chose de très atypique. Alors Patrick, février 2013, l'année vient de commencer, il y a déjà un mois. Comment ça se passe pour toi? Comment tu démarres cette nouvelle année? Bonsoir tout le monde. Mais je suis content, bonsoir aux auditeurs. Je suis extrêmement content, puisque bon, apparemment, entendre un mot pareil de la bouche de Bernard Villus, c'est quand même, c'est comme dire, c'est pas piquer des hannetons. Hein? Donc c'est quand même important, je veux dire, ça me fait plaisir. Et
c'est peut-être le début de quelque chose, hein, j'espère. Parce que bon, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu en fait pour pouvoir attirer l'attention des Guadeloupéens. Il y a une manière d'attirer l'attention des Guadeloupéens, peut-être bon, d'attirer le public, peut-être de faire l'artiste éventuellement, c'est-à-dire avoir quelque chose à vendre, faire des tableaux. Maintenant c'est très à la mode de faire des tableaux. Bon, jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, faire des chansons, faire des... En fait, tout ce qui est artistique, faire danser, etc. Faire du carnaval, maintenant j'entends même parler de groupes culturels, c'est vraiment extraordinaire, on parle de culture. Mais par contre, le problème qui se pose, c'est que je suis rien de tout ça. Alors quand tu es rien de tout ça, en fait, eh bien, comment tu fais pour attirer l'attention des Guadeloupéens, et en plus avec l'accent que j'ai. Parce que j'ai un accent de métis, or en ce moment il ne fait pas bon d'être métis, il vaut mieux être nègre. Tu vois, donc voilà. Alors je regardais là, bon, un petit peu, bon, tu parlais tout à l'heure de M. Cachemire, je trouve l'idée excellente, mais en fait c'est peut-être le moyen, comme dirait mon voisin Germain, c'est un voisin qui est très proche, le voisin Germain. Comme un cousin Germain. Ouais, comme un cousin Germain, mais c'est mon voisin. Ceux qui se voient en petit se voient en grand, en fait. Et il parlait souvent il parle, parce qu'il est toujours vivant, heureusement, Dieu merci. Il parle souvent du principe de ralliement. Alors, si par exemple, pour arriver en fait à l'hippodrome Jacobi Coaldi, c'est-à-dire un homme qui n'a pas, comment dirais-je, pris la décision ou participé à la décision dans un conseil municipal, qui a décidé lui-même de faire son hippodrome, et il a décidé lui-même d'acheter un terrain, et qu'il a acheté son terrain de sa poche, et contrairement à ce qu'on croit, son papa n'avait pas d'argent, son papa est mort sur une mobilette, sur un Solex. Donc à partir de là, cet homme-là, un homme qui est allé à l'école pendant 1 an, un homme qui a fait un hippodrome, et qui a fait la route de l'hippodrome, la route de Saint-Jacques, qui a mis de l'électricité, qui a mis de l'eau, et cet hippodrome-là, jusqu'à présent, je trouve ça extraordinaire. Aucun membre de la région n'a jamais, jusqu'à présent, serré la main pour dire bonjour, monsieur Kouali. Alors, tu penses bien que Jacques Cachemire, c'est pas évident, en fait. Hein? Donc, moi, je comprends un petit peu la technique, comment ça se passe. Et j'avais justement apporté le mot cooptation. Ça va bien avec ça. Cooptation, c'est admettre par exception et privilège. Alors que la Révolution française, c'est l'abolition des privilèges. Et privilège, un membre dans une assemblée, par les membres qui en font déjà partie. Alors, tu as des membres qui font déjà partie d'une assemblée et qui admettent ou qui n'admettent pas un individu. Alors, en fait, en d'autres termes, cooptation et privilège, ça veut dire filon. Donc, à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas de filon, pas d'un pour d'accord? Alors, donc, moi, je n'ai pas de filon. Je ne suis pas footballeur, je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas artiste de toute façon, et que j'aime beaucoup les artistes, mais je ne suis rien de tout cela. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir expliquer à mon peuple que pour sauver la jeunesse, c'est-à-dire pour sauver le fruit de l'arbre, d'accord, il faut commencer par sauver l'arbre. C'est peut-être stupide ce que je suis en train de dire là, hein, puisque apparemment depuis 10 ans que je le répète, 10 ans de la vie d'un homme, c'est quand même pas mal quand même, hein. Depuis 13 ans que je mets des banderoles, 13 ans que je mets des banderoles, ça fait 13 ans, ok? Depuis 13 ans que je mets des banderoles à essayer d'expliquer ça, tout simplement, que nous avons un palais de la mutualité, que je n'ai rien contre les communes, je ne suis pas contre les maires, je ne suis pas contre les politiques, je suis apolitique, je ne suis pas anti-politique, puisque ici, si tu dis qu'il y a un papier dans la rue, ça veut dire contre mais là. Il ne faut pas en dire rien. Donc à partir de là, j'ai dit, eh bien, c'est bien, ce serait bien de créer une association pour les aînés de la Guadeloupe, c'est-à-dire pour sauver l'arbre. Et l'arbre tire ses racines de la terre, c'est-à-dire là où se trouvent nos ancêtres, alors qu'ils soient blancs, noirs, nègres, indiens ou caco, on verra ça plus tard. Ce qui est important, c'est déjà que les racines tirent la substance du sol, et à partir de là, ensemencent l'arbre, et dans lequel il y a des fruits, il y a des branches, et il y a des fruits au bout. Et nous voulons sauver le fruit sans sauver l'arbre. L'arbre est en décrépitude, les personnes âgées en Guadeloupe sont en décrépitude, ces personnes-là n'ont absolument aucune autorité, alors que ceux qui faisaient justement nos parents, nos grands-parents, c'était précisément l'autorité. Ces gens-là étaient des autorités. Mais comme il n'y a pas eu l'école, alors je laisse pour la suite, mais je voulais dire juste un petit truc rapidement.
Tu as parlé tout à l'heure de footballeurs, j'aime bien, parce qu'il y a le problème Luxonor, j'ai entendu Luxonor, il a bien dégagé sur la question Beauvue hier, ok, puisque Luxonor a amené Beauvue en France, et à partir de là, Beauvue s'est barré, il est allé vers d'autres personnes, et Luxonor s'est retrouvé avec son pognon, il a dépensé de l'argent pour ce gars-là, et ce gars-là n'a aucune reconnaissance, c'est pas grave, mais c'est comme ça qu'on fait en Guadeloupe. Et j'écoutais l'autre jour un football, un entraîneur sportif qui disait, je ne sais pas si tu as écouté ça, cette émission-là, tu as parlé de la radio officielle, qui disait qu'il y a 40 000 médecins en France. Et il y a 2 millions de licenciés en football. Et seulement 1200 professionnels. 2 millions de licenciés en football et 1200 professionnels. Donc il disait que c'est plus facile d'être médecin que d'être footballeur professionnel. C'est ce que je voulais dire rapidement, ok, parce qu'on est en train de raconter des histoires à notre jeunesse, ok, qui vont tous devenir... enfin bref. Hein? On va développer ça un peu plus tard. On va développer ça. Merci de leur côté académique. Alors justement... Académique, Akakimoun. Alors justement, chers auditeurs, dans ce sauvetage que tente de faire Patrick Derigny avec ses faibles moyens, avec ses faibles capacités que vous lui donnez, parce qu'en fait, lui, il a envie de faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous lui permettez de faire? C'est ça le drame. Avec un accent comme le mien en plus. Voilà. Donc, accent blanc. En tout cas, chers auditeurs, ce soir dans notre studio, nous avons quelqu'un, une Guadeloupéenne, Bonté, qui elle aussi se bat pour justement sauver l'arbre. Et sauver l'arbre des véritables termites. Parce qu'on ne va pas dire que le Guadeloupe est un termite, mais sauver le vrai arbre des vrais termites. Alors ce soir, nous sommes en compagnie d'une de nos grandes penseuses, chercheuses. Hein. Vous savez, nous avons des chercheuses. C'est pourquoi je vous dis que dans ce pays qu'on appelle la Guadeloupe, vous avez toujours besoin d'avoir peur de quelque chose, comme si vous n'en êtes pas capable. Mais il faut savoir que nous avons beaucoup de compatriotes qui ont déjà fait des preuves à travers le monde et qui sont prêts justement à mettre leurs compétences au service du pays une fois qu'on leur le demande. Et c'est ce qui va se faire ce week-end-ci. Donc ce soir, nous sommes en compagnie de Léonide Cellini. Bonsoir Léonide. Bonsoir. Eh bien Léonide, c'est une grande joie pour nous de te recevoir, chercheuse que tu es, et surtout dans un domaine qui est un peu très atypique, c'est le domaine de l'entomologie, c'est le domaine des insectes. Alors donne-nous un peu, qu'est-ce qui t'a emmené à arriver là, les insectes? En principe, quand on est petit chez nous, on a toujours peur de ravets, on a toujours peur de trucs, on a toujours peur d'une anolie. Et en fait, toi, non, au contraire, tu n'avais pas peur, tu voulais aller voir vraiment la vie de ces animaux-là. C'est bien ça? Oui, si je suis venue à l'entomologie, en fait, c'est un peu par hasard. Hein. Je vais être quand même... c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais en fait, je suis allée là par accident et en fait, j'ai trouvé que c'était une véritable passion. Parce qu'au départ, je voulais faire la physiologie de la reproduction. Parce que j'avais des gens qui étaient passés avant moi et qui avaient fait de la zootechnie, il y avait des petits lapins et tout ça, parce que bon, je suis un peu de la génération du défunt Zandé, où on a fait tous Montpellier, à l'Union de Montpellier. Et donc, comme tout le monde faisait de la zootechnie et des lapins, en fait c'est culturel chez nous, quand on est petit, les mamans donnent des lapins, aller s'occuper des lapins, en fait je voulais faire la physiologie de la reproduction des lapins. Donc, au moment de préparer mon doctorat, puisque je suis passée, je fais une maîtrise d'enseignement de biologie-géologie. Donc, j'avais la possibilité de faire aussi bien physiologie animale que physiologie végétale, que biologie animale, que biologie végétale. J'avais une formation assez large, puisqu'on pouvait aussi faire la grecque. Et donc, je me suis pointée donc, à l'INRA de Montpellier, je suis allée voir le patron du labo. Je lui ai dit, je voulais faire la physiologie de la reproduction. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, oh, moi, je vais travailler sur les lapins. C'est très beau, avec des yeux et tout ça. Et puis finalement, il me dit, non, ma petite dame, enfin, mademoiselle, il y a bien la physiologie de la reproduction, mais des bovins, vous allez partir en Normandie. Et donc, je suis du Gosier, donc mes grands-parents habitaient à la campagne de Port-Blanc. Et en général, quand on était petit, on allait à la campagne, passer quelques jours avec les parents. Et en ce temps-là, on attachait les bœufs. Et effectivement, quand les bœufs étaient détachés, effectivement, les enfants ont toujours peur des bœufs. Donc à ce moment-là, j'avais une peur bleue des bœufs. Quand il y avait un bœuf attaché, je faisais 1 kilomètre en détour. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, je vais réfléchir.
Et finalement, c'est ainsi que j'ai décidé de faire de l'entomologie. Donc, c'est aussi bête que ça. Voilà. Mais en tout cas, depuis que tu es rentré dans ce domaine-là, je crois que tu as bourlingué à travers le monde, c'est-à-dire que l'entomologie n'était pas essentiellement en Europe, ça a été surtout très en Afrique pour toi. Est-ce que l'Afrique, c'était par rapport au fait que dans ton pays natal, la Guadeloupe, que problème de climat, c'est ça que tu as amené en Afrique? Non, en fait, quand j'ai commencé, j'ai préparé donc mon doctorat à l'INRA de Montpellier. En fait, j'ai fait mon stage à l'INRA de Montpellier, à la station de zoologie agricole. Et déjà, en cette période-là, justement, il y avait un grand boom sur la lutte biologique. On voulait introduire des insectes venant d'Afrique, en fait des pays chauds, pour pouvoir lutter contre des nuisibles qui sont en France. Donc déjà, j'avais déjà travaillé donc sur, sur un parasite du bourreur de la canne à sucre. Et ce parasite-là venait de la Réunion. Donc déjà, j'étais déjà dans un peu la mouvance tropicale. Et tout de suite, c'était la grande période où les gens partaient en coopération, puisqu'après les indépendances de 60, il n'y avait pas beaucoup de cadres africains, où il y en avait très peu. Et chaque pays africain voulait avoir leurs universités. Donc il se trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants. Donc c'était une période où tout le monde partait, soit en Algérie, soit en Afrique. En fait, on arrivait facilement à avoir des postes. Et c'est ainsi que, bon, eh ben, au lieu de rentrer comme mes compatriotes, j'ai préféré partir parce que je voulais découvrir un petit peu autre chose que la Guadeloupe, voir un petit peu ce qui se passait dans le monde. Parce que j'avais déjà découvert l'Afrique à travers des amis que j'avais quand j'étais étudiante. Donc je voulais vraiment voir ce que c'était, quoi. Mais est-ce que sur le plan local, il y avait déjà une possibilité non plus de t'insérer dans ce domaine-là? Parce que bon, peut-être que ça n'existait pas. Ben, en fait, quand j'ai terminé, l'université antillaise n'existait pas encore. Parce que j'ai oublié de dire que lorsque j'ai passé mon bac, c'est un bac sciences expérimentales, en 67, l'université n'existait pas, mais il y avait le Centre supérieur scientifique de Fort-de-France. Donc en fait, ça dépendait un petit peu de l'Académie de Bordeaux. Donc disons, il y avait une structure, mais c'était une petite structure, c'était pas encore bien structuré comme qu'on a maintenant. Donc c'était beaucoup plus facile pour nous, Antillais, de partir en coopération que de revenir. Et si bien que 56 ans après, toute la première grande génération d'Antillais qui sont venus enseigner à l'université antillaise, ils avaient pratiquement tous fait la coopération, parce qu'on est parti en coopération. Notamment l'Algérie, enfin l'Afrique blanche ou l'Afrique noire. Mais d'une manière générale, tout le monde avait fait un petit séjour hors Guadeloupe. Ouais. Voilà, donc c'est pas facile de s'insérer. En tout cas, je crois que nous t'avons retrouvé et dans ce retour, nous allons voir tout à l'heure, depuis que tu as pris une certaine dimension, je crois que ce week-end-ci, on sera très intéressé à venir voir un peu qu'est-ce que tu vas nous raconter sur la chronologie. Si je peux me permettre, on l'a retrouvé jeune. Très très bien. C'est ça qui est important. Alors juste avant, oui. Parce que moi, vous savez, en entomologie, à part Henri Fermi, j'ai entendu plus ou moins parler de Henri Fermi à l'époque, un entomologue, mais c'est tout ce que je sais. Mais je veux dire que c'est important justement parce que je ne savais pas qu'il y en avait des personnes qui faisaient dans l'entomologie en Guadeloupe. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on a la fourmi je crois manioc. Pardon? On a la fourmi manioc en Guadeloupe. Mais justement, je travaille dessus. Qui est un fléau terrible. C'est ça justement qu'elle est. Je crois que les anciens avaient concocté quelque chose à l'époque. On va travailler sur ça tout à l'heure, Patrick. Alors, ça n'existait pas encore. Voilà. Donc, toi, dans l'académique, parce qu'effectivement, dans tes petits soucis, mais tu parlais de l'académique. Plus, il y a une chose qui par contre, qui m'interpelle, c'est qu'un pin, c'est pas plus qu'un crucifix, d'accord, qui est aussi un signe d'appartenance, un signe extérieur d'appartenance religieuse. Donc à partir de là, je dis que quand on vient avec un t-shirt Bob Marley, ou on vient avec un t-shirt Che Guevara, ou autre chose, je veux dire, avec des tatouages un peu partout, bon, mais ce sont des signes extérieurs d'appartenance, soit politique, soit philosophique, soit d'une manière ou d'une autre. Donc, un pin, c'est pas pire qu'autre chose. Alors maintenant, c'est vrai, effectivement, que j'ai l'impression, quelque part, que il y a une chose qu'on a peut-être un petit peu oublié de dire, mais que Madame Diop a quand même dit quand même.
il y a quand même un règlement, et à partir du moment qu'un professeur te dit d'enlever ça, et qu'on est obligé d'aller jusqu'au proviseur, à partir de ce moment-là, ça veut dire en fait que tu es dans une position qui est une position de rébellion. Et si tu es dans une position de rébellion et que le lendemain, ok, enfin le surlendemain je crois, tu dis à la radio que ta maman t'a dit de ne pas le mettre, donc en fait tu ne le mets plus parce que ta maman t'a dit de ne pas le mettre. Moi, quand ma maman m'a dit de ne pas faire de politique, j'ai quitté la maison. J'avais 16 ans. C'est vrai que c'est une fille, je suis un garçon. J'ai même habité à Membridge quand j'allais me battre contre les forces de l'ordre, ok, je n'étais pas venu me battre. Mais on m'a frappé. Ben, j'ai pris. Mais, des coups de crosse de fusil sur la tête, la guerre Mado Renette Gambi Jean-Baptiste, j'avais 17 ans. C'était en 80. Donc, normalement, lorsque, par exemple, on est rebelle, on va jusqu'au bout de son idée. D'accord? Quand on est véritablement rebelle, on a refusé de l'enlever, on est arrivé au buzz, ok? On n'enlève pas tant que ceci ou tant que cela. Ou alors, on l'enlève. Et à partir de ce moment-là, on s'explique par la suite. D'accord? Parce que c'est quand même une école. Une école, il y a des lois, d'accord? Je suis désolé. À l'armée, on te dit, tu obéis d'abord et tu discutes ensuite. Donc, à partir de là, j'estime qu'il y a un règlement. Et ce règlement, il est bon, il n'est pas bon, il est colonialiste, il n'est pas bien, il est ceci, il est cela. Normalement, Madame Géopin a bien dit à M. Belrose qu'en général, les gens, surtout les syndicalistes, ne viennent pas à participer à certaines réunions. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort, peut-être qu'elle ment, mais M. Belrose ne l'a pas contredite là-dessus. Donc, ce qui veut dire que quelque part, si par exemple le règlement intérieur est réalisé ici même en Guadeloupe, donc ce n'est plus une affaire de Guadeloupe, France ou de blanc et de noir. Et il se trouve que le journal Rebelle était créé pendant le LKP et j'ai entendu des choses, pas forcément uniquement par le Rebelle, mais j'ai entendu des choses quand même qui étaient quand même assez basées sur la couleur de la peau, sur l'ethnie. Ok, Guadeloupéen c'est nègre, la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est pas ta yo, yo péké fait ça yo vle, il y a d'un pays en nous. Alors donc il est clair que si par exemple un jeune, parce que j'étais lycéen, avec d'ailleurs à l'époque avec la bonne à Chapoti d'ailleurs qui faisait partie du NEAG, laissez-moi c'était cabaret lycée Bembridge. En tout cas, au moins si envie de rentrer, en cas rentrer à dans le lycée là, que vous barrez, que pas barré, moins en décider d'entrer, en cas rentrer. Parce que personne n'a le droit d'empêcher quelqu'un d'entrer dans un lycée. Et donc, quelque part, là où je veux arriver, simplement, c'est-à-dire que quand on se prétend rebelle, à partir de ce moment-là, ça n'empêche pas qu'on enlève, même M. Guevara l'aurait peut-être enlevé, ok, peut-être j'ai dit, hein, ok, mais après, on discute. C'est-à-dire qu'on va sur les ondes, on va sur Internet, on va sur tous les moyens de communication. Je signale que ces gens-là ont un journal qui est vendu, il paraît, d'après ce qu'ils ont dit, à 2000 exemplaires. Donc, je dis ces gens-là, mais c'est jeunesse, c'est notre jeunesse. Et je dis qu'on était parti dans un truc, ok, et c'était mal parti, c'était mal barré. Un professeur ou un proviseur vous donne un ordre, théoriquement, il faut obtempérer. Surtout qu'ils ne vous ont pas demandé de vous mettre tout nu, ils ne vous ont pas demandé de vous raser la tête, ils vous ont demandé d'enlever le pins. Vous enlevez le pins, et après, on discute par la suite. Mais au moins, vous obtempérez. Et ça, je crois que j'ai l'impression quelque part qu'au niveau de la lutte en Guadeloupe, eh bien, tu sais, je disais l'autre jour à Télier, tu sais, si tu n'étais pas guadeloupéen, si tu n'as pas parlé créole, et surtout si tu n'es pas ton héros en Guadeloupe, ok, puisqu'ils sont héros dans le bateau, t'es aimé m'en s'il te plaît, sans t'es pété un bel coup de poing, ok, m'a cassé le nez, pété dents, pété mâchoire, pété zière. Donc à partir de, excusez-moi, je ne suis pas violent, hein, ok, et à partir de ce moment-là, en tant qu'union collective d'avocats, elle veut moins, parce qu'en frappant blanc. Et qu'à partir de ce moment-là, collectif d'avocats là, savait qu'en y tort, c'est moi qui frappais pour là. Mais par contre, collectif d'avocats là savait qu'en cas passé à dans justice coloniale, qu'il y a une caméra, qu'il y a une ceci, et nous faisons une affaire de blanc et de noir. Et ça, moi, à cas dire une bonne fois pour toutes, il faut arrêter ces paroles inutiles là, ça. Parce que lorsque, par exemple, un Guadeloupéen a des problèmes, s'il a des problèmes avec un Guadeloupéen, il n'y a pas de collectif d'avocats. Donc c'est à partir du moment que ça devient, comment dirais-je, médiatisé, et pour que ça soit médiatisé, il faut que ce soit un problème entre blanc et noir. On a bien vu l'affaire Faisan, d'accord, et plein d'autres affaires comme ça. Je dis que ça va aller crescendo, ça ne va jamais s'arrêter. Le gars ne m'a rien fait, je lui casse la figure, et j'ai un collectif d'avocats pour me soutenir contre lui. Parce que c'est l'État français, parce que c'est la France, parce que c'est un blanc. Donc à partir de là, je dis que ça fait un moment qu'il y a des gens qui disent des choses dans ce pays
un moment que je parle du père Kouali, et apparemment ça n'intéresse personne. Cet homme-là, 93 ans, il a fait un hippodrome à Lens-Bertrand avec son argent. Il a fait la plus grosse opération, et nous sommes d'accord, tu es au courant, la plus grosse opération jamais réalisée de toute l'histoire de la Guadeloupe et de toute l'histoire de la Caraïbe. Aucun être humain n'a réalisé quelque chose de plus gros, que le plus important, de plus imposant que l'hippodrome. Ok, je parle de quelqu'un de privé. Est-ce que c'est parce que c'est toi qu'on ne s'occupe pas de lui? Ah ben, et tu vois, peut-être que... On sait qui, tu penses? Les gens, quand tu dis qu'ils... Tu parles de qui? C'est-à-dire les hommes politiques, les élus, tout ça. Mais est-ce que c'est pas parce que justement les élus ne s'occupent pas de moi que justement les élus ne s'occupent pas de M. Kouali parce que c'est moi qui ai parlé de cette question-là? Mais le problème qui se passe, c'est que si les élus ne s'occupent pas de moi, c'est pas grave, ce sont les élus. Mais pourquoi 400 000 personnes, je crois 403 000, je crois, au dernier recensement, 403 000 personnes, et c'est à elles que je m'adresse. Ça fait un moment que je dis que je ne m'adresse pas aux élus. Les élus, je t'ai dit, je suis apolitique. Donc moi, les élus font leurs affaires, ça c'est leur problème. Non, mais c'est eux qui vont donner la reconnaissance. Non. Il n'y aura pas de reconnaissance si le peuple ne fait pas la reconnaissance. Et c'est pareil pour la question de M. Cachemire. Si tu as parlé là actuellement, tu ne t'es pas seulement adressé aux élus, tu t'es adressé au peuple. Et à partir de ce moment-là, c'est le peuple qui doit trancher. C'est ce que j'ai entendu M. Durel dire l'autre jour. Au peuple. Oui. Ce qui se passe, oui. Mais c'est la ville de Pointe-à-Pitre qui a donné le nom, c'est les élus de Pointe-à-Pitre. La ville de Pointe-à-Pitre est normalement, théoriquement, comment dirais-je, élue par le peuple. Or, la ville de Pointe-à-Pitre n'a pas fait un programme à l'époque pour les élections municipales en disant nous allons donner au stade, le nouveau hall des sports, le nouvel hall des sports, le nom de M. Chonchon. Ça n'a pas été dit, ça, je ne me rappelle pas. À moins que peut-être, si ça y était, je ne l'ai pas lu. Ça se dit jamais, finalement. Voilà. Donc, ce qui veut dire en termes plus clairs que le peuple n'a pas voté pour ça. Alors, c'est vrai que le peuple a voté Hollande, mais le problème, ce n'est pas Hollande, c'est Hollande demain. Ok? Parce que le peuple a voté Hollande, ok, aux élections, machin, mais est-ce que le peuple a voté mariage gay? Et là, il se trouve qu'en fait, ça fait partie de... Alors maintenant, le peuple, il fait quoi le peuple? Le peuple, il écoute des fois des gens qui lui disent, eh bien maintenant, on va se manifester. Mais ces gens-là ne se sont pas manifestés pendant, à part peut-être, je crois, une radio, plus ou moins, une radio concurrente à celle-là, une radio privée. Mais je dis que ces gens-là, même dans cette radio-là, ont été extrêmement maladroits. Donc le problème qui se passe, c'est que ça fait un moment que j'ai mis la banderole, j'ai marqué, le problème n'est pas le mariage gay. D'accord? Le problème est de savoir qui est-ce qui parle du mariage gay dans ce pays-là qui n'est pas d'accord. Un, des gens qui acceptent la fornication et qui ne disent rien. La fornication, nous cassons Timo dans la rue. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça maintenant. À moins que tu veux qu'on parle de ça après. La fornication, nous cassons Timo dans la rue. L'homosexuel, lui, passe Timo dans la rue, portail fermé, café bitaille à Kazaï. La seule chose que j'ai trouvée absolument, complètement inouïe, absolument aberrant, c'est que des gens viennent montrer leur sexualité dans la rue. Je ne peux pas accepter la Gay Pride. En tant que Guadeloupéen, je ne peux pas accepter cela. Je regarde actuellement le carnaval, j'ai l'impression quelque part que je vois certains groupes qui se disent culturels, alors que Voukoum, Wakiyo ou autre chose, mais c'est en particulier à Voukoum que je m'adresse, à M. Démétrius, mon ami Fred. C'est un ami, ok, comme tu as parlé de Chanchon, ton ami. Je dis que, comment dirais-je, quand tu te déguises, ok, c'est bien le mot, se déguiser, se grimer, ok, en africain, et que tu te mets tout nu, mais est-ce que les Africains sont tout nus toujours en 2013? Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu beaucoup d'Africains tout nus dans la rue, tout nus dans les villes, etc. Ouagadougou, vous n'avez pas de Ouagadougou tout à l'heure, hein? Ok. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque part une parodie de ce que peut-être que l'Africain était il y a environ peut-être un certain nombre d'années. Et donc, en fait, comme Tintin au Congo, on a dit, ah ouais, côté Congo, c'est pas bon, mais là, actuellement, ce qu'on fait là, c'est pareil. D'accord? On est en train de faire des parodies. Donc, à partir de la mettre des gens tout nus dans la rue, avec un cache-sexe, ok, ou un machin, comment ça s'appelle, un anneau pénien, ok, dans la rue, les fesses à l'air, là, maintenant, il y a de plus en plus de groupes qui vont emboîter le pas de Voukoum. Voilà ce que Voukoum nous entraîne à faire de manière culturelle. Culturelle, ça commence par cul. Mais le problème qui se pose, excusez-moi, c'est pas joli ce que je viens de dire, mais le problème qui se pose, c'est que là, actuellement, je me dis, mais est-ce que véritablement, lorsque on s'habille comme ça, on se déshabille, on se met tout nu à la rue pour faire authentique, pour faire noir, pour faire black, pour faire nègre, peut-être pour faire caraïbe, je ne sais pas, et qu'après,
on se lave, on va se doucher, et après on prend sa voiture, sa Audi, ou sa Mercedes, ou sa Peugeot machin de luxe, à partir de ce moment, je me dis, mais attends, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Très bien. Bien, eh bien, de la contradiction, par contre, on va retourner à l'entomologie, parce que l'entomologie, par contre, là, c'est une vérité absolue. Et c'est vrai que les insectes, Madame Léonide Cellini, c'est quelque chose vraiment qui... Est-ce qu'avec le temps, on peut dire que de plus en plus, nous avons des problèmes avec les insectes, et même au niveau des cultures, les agriculteurs ont moult de difficultés à préserver leur culture régulièrement. Pour les insectes, de toute façon, les insectes font partie d'autres espèces animales, font partie pratiquement de la biodiversité. On a besoin des insectes, les insectes sont utiles. D'accord, vous avez vu que maintenant on essaie de manger des chenilles. Mais alors, le problème des insectes, c'est que tout est bien réparti dans le monde et dans les écosystèmes. Un insecte, justement, devient nuisible, surtout quand vous prenez l'insecte dans son milieu naturel, dans son biotope naturel, et vous essayez de l'introduire ailleurs. C'est à ce moment-là que ça pose des problèmes. Parce que lorsque vous, par exemple, vous prenez un insecte, vous le mettez dans son milieu naturel, il n'est pas accompagné de son prédateur. Parce que dans un écosystème normal, il y a toujours le mangeur et le mangé. C'est-à-dire quand vous avez un insecte, il tue d'autres petits insectes, mais il y en a toujours un qui le mange. Donc c'est l'équilibre qui est comme ça. Comme on dit, il y a toujours des petits arbres qui vivent à l'ombre. Voilà, des grands. donc ça veut dire que si vous prenez un insecte, vous l'enlevez d'un pays pour mettre un autre, mais vous l'enlevez seul, l'insecte a son cortège de prédateurs qui l'accompagnent. Et c'est ce qui pose problème. Donc c'est le cas un petit peu de la fourmi manioc qui est arrivée ici, parce que c'est une espèce qui a été introduite, accidentellement bien sûr, parce qu'il y a des insectes qu'on introduit volontairement, parce que bon, on veut faire de la lutte biologique pour pouvoir éliminer d'autres insectes. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment accidentel, c'est-à-dire que ça vient avec les bateaux, les transports de bois. Et c'est le cas de la fourmi manioc qui est arrivée en 54 à Morne-à-l'Eau. En 54. Alors apparemment, c'est venu de Guyane ou d'Amérique du Sud, enfin peu importe, c'est venu avec du bois. Et donc c'est arrivé sur la commune de Morne-à-l'Eau, donc depuis 54. Mais vers les années 2000, ça a commencé à faire énormément de dégâts. Et actuellement, la fourmi manioc est partout. Mais partout, partout. Donc, à un moment donné, la fourmi manioc se cantonnait aux cultures. Maintenant, c'est passé dans la forêt. Parce qu'actuellement, on a un projet là-dessus. Et il n'y a pas tellement longtemps, aux environs de Trois-Rivières, et à ma grande surprise, j'ai vu que les fourmis manioc prélevaient des feuilles de raisin bord de mer. Vous avez vu les feuilles du raisin bord de mer. C'est costaud. Hein. Et que les fourmis, justement, se baladaient tranquillement, les ombres, ça ne les gênait pas. C'est-à-dire que la fourmi, elle est partout. Elle est devenue opportuniste. Parce qu'au départ, quand les fourmis manioc sont arrivées ici du côté de Morne-à-l'Eau, on les trouvait surtout dans les jardins créoles. C'est-à-dire que, bon, les ignames, des choses comme ça. Petit à petit, ils ont envahi, ils ont progressé. Alors, on pense que c'est surtout le transport du tuf. Parce que je ne sais pas quand ça vit, la fourmi. La fourmi, en fait, les fourmis vivent en société. Donc, ça veut dire que vous avez des ouvrières qui travaillent, mais à côté de ça, vous avez une reine. Mais à l'intérieur, justement, ils vivent dans des espèces de nids qui sont à l'intérieur du sol, plus ou moins profonds, ça dépend de la nature du sol. Mais à l'intérieur du nid, vous avez un champignon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, lorsque vous ouvrez, il y a quelque chose de blanc qui ressemble à une cassave. C'est le champignon. Donc ils vivent en symbiose, c'est-à-dire que la fourmi a besoin du champignon et le champignon a besoin de la fourmi. Alors qu'est-ce que la fourmi fait? Il faut savoir aussi que dans une colonie de fourmis, vous avez des ouvrières, ce sont des individus dont le rôle justement c'est d'aller collecter à l'extérieur. Alors vous avez des grosses, des fourmis moyennes, vous avez des toutes petites. Et ensuite, vous avez effectivement la reine qui est là, et le couvain, ça veut dire que les larves ont fait le couvain, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les grosses ouvrières, elles vont aller collecter les feuilles. Alors lorsque vous voyez que les fourmis vont collecter les feuilles, c'est pas pour les manger. Les fourmis emmènent les feuilles au nid. Vous les voyez avec leurs petites feuilles. Là, elles confient les feuilles aux moyennes fourmis, qu'on appelle des ouvrières.
elles, à ce moment-là, elles vont découper en plus petits morceaux ces feuilles. Ensuite, les petites vont prendre. Et là, maintenant, elles vont ensemencer le champignon et entretenir le champignon. Le champignon a besoin donc des feuilles pour pouvoir pousser, ses effets, tout ça. Et à un moment donné, le champignon va donner à son extrémité des petites glandes sucrées. Et ce sont ces glandes sucrées que la fourmi va prendre pour aller nourrir la reine et les jeunes qui sont les larves et tout ça, qui sont dans le nid. Parce que les larves, il faut bien les nourrir. Voilà. Et donc, et ça dure comme ça. Maintenant, la femelle qui est là, il n'y a pas de mâle. Chez les fourmis, il n'y a pas de mâle. C'est-à-dire, il y a une reine, il n'y a pas de roi. Alors que chez les termites, vous avez un roi et vous avez une reine. Donc, comment ça va se passer? Donc, la reine, elle pond. Mais la reine qui est là, quand elle pond, elle a la possibilité, parce que lorsqu'elle fait son nid, je ne sais pas si vous avez vu des fourmis voler, peu importe, toutes les fourmis, c'est comme ça, elles volent, c'est l'essaimage. À un moment donné, vous les voyez à deux, et puis, à un moment donné, elles se fécondent, et les mâles meurent. La femelle, quand elle va commencer à faire un nouveau nid, la femelle a son stock de spermatozoïdes qu'elle va mettre dans une petite poche. Et maintenant, en fonction des besoins, alors, elle va lâcher ses ovules qu'elle a envie, et quand elle veut avoir des fécondés, donc elle va les féconder. Et quand elle ne veut pas avoir, elle veut avoir des ouvrières stériles qui peuvent pas se reproduire, donc des ouvrières pour travailler, elle va descendre, elle va fermer sa poche. Et c'est ainsi que ça marche. Donc c'est bien que la fourmi manioc, quand vous voulez lutter contre la fourmi manioc, même si vous dites que vous tuez beaucoup de fourmis à l'extérieur, ça ne sert à rien. Parce que quand il n'y aura pas beaucoup d'ouvrières qui vont collecter, qui vont rentrer, qu'est-ce que la femelle va faire? Eh bien, elle va pondre. Mais elle va fermer sa poche, elle va libérer des ovules pour vous donner des ouvrières. Et ça, elle peut pondre des milliers d'œufs. C'est pour ça que si vous voulez, ça ne sert à rien lorsque vous voulez attaquer la fourmi manioc, de dire, bon, eh bien, je tue ce que je vois. Non, c'est le nid qu'on doit tuer. Si on ne tue pas le nid, ça ne sert à rien. Et comment on fait pour arriver au nid? Alors, pour arriver au nid... Demande à Léonie. Non, en général, le nid de la fourmi, en fait, on peut reconnaître facilement, ça dépend, hein, parce que les nids ont des structures différentes selon quand vous êtes en forêt ou bien chez l'agriculture. Mais il y a toujours une motte de terre, c'est toujours à l'intérieur du sol. Alors la cavité, ça peut être plus ou moins profondément. Par exemple, quand vous allez par exemple du côté de Porte d'Enfer, si vous allez à Porte d'Enfer, là où les gens se baignent, vous avez les nids, vous fouillez à 20 cm, vous avez un nid. Il y en a beaucoup, ils sont dans les acacias. Bon. Maintenant, si vous allez en forêt, vous allez fouiller peut-être jusqu'à 50 cm. Moi, il m'est arrivé de faire fouiller jusqu'à 1 mètre pour pouvoir trouver le nid. Parce que quand ils font le nid, les fourmis sont très malignes. Il y a beaucoup de... Ils font des souterrains, des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les fourmis, ce sont des ingénieurs du sol. Parce que bon, il n'y a pas... On parle de fourmis manioc parce que ça détruit les récoltes. Donc il y a une incidence économique, donc tout le monde se plaint. Mais d'une manière générale, le travail des fourmis, c'est très important. Parce que c'est les fourmis et les termites qui sont dans le sol, ils aèrent le sol est mieux drainé, quand l'eau rentre, ça ruisselle bien, et ça aère le sol, et ça augmente la fertilité du sol. Donc ça veut dire que les fourmis sont nécessaires justement à l'agriculture. Alors quand il y a beaucoup d'eau comme ça, est-ce que ça les tue les fourmis? Ils arrivent à vivre malgré l'eau? Pour les fourmis manioc? Les fourmis d'une manière générale. Les fourmis sont très organisées. Lorsque vous avez un nid de fourmis, c'est arrivé dans des fourmis d'autres espèces, en Afrique, eh bien, ils vont déménager ils déménagent le nid. Ils déménagent le nid, ils vont le mettre plus en hauteur. Même si vous prenez vous ouvrez un nid de fourmis manioc, vous ouvrez, à un moment donné, vous avez les premières ouvrières qui arrivent, ce sont les grosses. Elles arrivent avec des mandibules. Ensuite, au fur et à mesure, il y a d'autres qui arrivent. Mais lorsque vous arrivez près de la meule, tout de suite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les plus petites, elles courent pour mettre le couvain à l'abri. Donc elles partent, mais elles ne partent pas seules, mais avec le couvain. Donc ça veut dire que quand il y a un problème, ils déménagent. Ils déménagent tout. Mais quand il y a une grosse inondation, partout l'eau est au moins à 4 mètres de hauteur, est-ce que beaucoup de fourmis disparaissent à ce moment-là, meurent? Non, ça, je n'ai pas été vérifié. Ça, je peux... Mais est-ce qu'on a des inondations de 4 mètres? Non, mais dans quel que soit le pays, je ne parle pas spécialement pour nous ici. Ah, d'accord. Dans le monde entier, quoi. Oui, s'il y a peut-être une grosse inondation, bon, ils n'ont pas le temps comment ça s'appelle,
ils n'ont pas le temps de s'organiser. Mais par exemple, dans des pays où vous avez la saison, quand je dis saison des pluies, une bonne saison des pluies, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle notre saison des pluies. Quand vous avez la saison des pluies et la saison sèche, il y a des fourmis ou des termites qui ont leur nid à une certaine profondeur, mais ils savent qu'à une certaine période, il faudra remonter le nid. Ils le font automatiquement. Donc, voilà. C'est vrai, Léonide Cellini, on sent à travers tes propos quand même une espèce de passion pour la fourmi. Cependant, sous le plan de l'agriculteur, par exemple, qui doit défendre ses récoltes, qui doit défendre ses fruits, ses légumes, on va parler des produits, des pesticides, de toutes sortes de produits. Alors, à ce moment-là, je pense que là aussi, tu n'es pas spécialement d'accord. Tu sais, par exemple, le chlordécone, je sais que tu as été une fervente militante contre le chlordécone. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une manière naturelle de lutter contre la fourmi manioc, notamment? Eh bien justement, c'est actuellement, si je suis en Guadeloupe, c'est un peu pour ça. Il faut dire aussi que ça fait depuis 2005, j'avais rencontré les responsables de la protection des végétaux. Effectivement, en fait, je voulais travailler sur les termites. On m'a dit ceci, bon, ce serait bien de travailler sur la fourmi manioc. Donc, pour moi, ça a été très, très, très difficile. Vous savez que pour pouvoir travailler et faire un sujet de recherche, il faut des sous. Voilà. Il faut des sous. Même si vous avez toute la volonté du monde, si on ne vous donne pas les moyens financiers, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est très facile. Vous allez dans un bureau, oui, votre sujet est intéressant, on a des problèmes et tout. C'est OK, on vous soutient. Dès que vous commencez à parler de l'argent, on vous laisse terminer. On dit oui, mais vous savez, malheureusement, on n'a pas beaucoup de budget, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça a duré pendant plusieurs années. Alors, j'ai frappé à toutes les portes. Je suis allée à Basse-Terre. Ensuite, je suis allée, il y a une période, on a eu la chance d'avoir un Guadeloupéen qui occupait un poste important au ministère de l'Agriculture. Je suis allée le voir avec le projet. Il m'a dit que c'est très bien, qu'il va m'aider. En fait, le projet, il a pris, il a redescendu en Guadeloupe. En fait, je n'ai rien eu. Et donc, il y en a qui est encore plus important en ce moment. Pardon? Il y en a un qui occupe un poste encore plus important. Non, mais j'ai dit qu'au ministère de l'Agriculture, je n'ai pas dit à d'autres ministères d'Agriculture. Voilà. Un poste technique, mais quand même assez important, où il aurait pu me trouver des sous. En fait, peu importe, j'ai rien eu. Et donc, il y avait le projet qui était là, et pas d'argent. Alors, ma malchance, c'est que je dépendais de l'université Paris-12-Créteil, parce que je ne travaille pas ici, je suis à Créteil. Donc, j'entrais dans aucune case. Ma seule case, c'était, j'étais guadeloupéenne, entomologiste, et j'avais envie de faire quelque chose pour la fourmi manioc. Parce qu'il faut savoir que la fourmi manioc, à un moment donné, ils ont trouvé quand même quelque chose de très important, qui les tuait. En fait, ça a tué littéralement, bon, avec les ferrotards et tout, mais c'était un neurotoxine, c'était l'oméga 450, et qui est un organochloride. Donc, tout le monde sait que le Mirex 450 se décomposait en perchlordécone dans le sol. Donc, ça veut dire que, indépendamment de chlordécone qu'on mettait, tous les gens qui utilisaient le Mirex contre la fourmi manioc, donc mettaient du perchlordécone dans leur sol. Voilà. Et je crois qu'il y a certains chercheurs de l'INRA qui ont attiré l'attention du gouvernement là-dessus, qu'il faut faire très attention. Ils l'ont supprimé. Ils ont mis le Blitz. Le Blitz, c'est ce qu'on trouve des granulés actuellement. Malheureusement, le Blitz, c'est le régent. Et tout le monde sait qu'en France, justement, il y a le problème des abeilles. On s'est rendu compte que le régent, ça tue les abeilles. Donc les pollinisateurs. Si vous n'avez pas... parce que quand on parle des abeilles, souvent les gens parlent de ruches. Mais il faut savoir que plus de 50% de la pollinisation, je peux dire même 70%, se font pour les abeilles. Mais ce n'est pas uniquement les abeilles domestiques, mais les abeilles que vous voyez, le vauvon, les abeilles, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que... Voilà. Donc, le blitz a été interdit. En tout cas, la molécule a été interdite en France. Et le blitz, si vous regardez dans le commerce, vous ne le trouvez pratiquement pas, puisqu'il y en a très peu. Mais il y a quand même... j'ai remarqué qu'il y a quand même une certaine quantité qui arrive dans des sachets avec mode d'emploi, mais où il n'y a pas la composition chimique. Les gens, parce qu'à un moment donné, les gens n'en pouvaient plus. Puisque, bon, même si vous ne voulez pas, à un moment donné, dès que vous semez quelque chose, la fourmi est présente déjà. Et donc c'est interdit, donc il fallait trouver quand même un produit naturel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait?
En 87, quand j'ai vu que finalement je n'arrivais, j'avais frappé à toutes les portes ici, je n'arrivais pas à avoir des sous pour pouvoir démarrer le projet, je suis allée voir un petit peu, comme je dépends d'un labo de Paris 12, j'ai discuté un petit peu avec mon patron, les chercheurs, et je disais, parce qu'on travaille beaucoup sur les termites, on a des termites qui sont dans les champs de canne, parce que le labo dépend un peu de l'IRD, donc on fait beaucoup de tropical. On n'est pas sur la Guadeloupe, on est plus sur l'Afrique, et puis la Guyane et l'Asie. Donc ils étaient intéressés par le sujet. Donc, je suis intéressée par de 6 chercheurs là-dessus, parce que c'est toute une équipe. Maintenant, il fallait trouver les sous. Il n'y a pas de sous, puisqu'on ne dépend pas de l'INRA, ce n'est pas le CIRAD, ce n'est pas l'Institut Pasteur, donc on ne me connaît pas. La seule personne qui m'a fait confiance, je suis allée voir le président du conseil général. Je lui ai expliqué le truc. Vous osez rien pour vous-même? Non, mais non, je crois que c'est pas parce que je suis osérienne, c'est parce que il sait que je suis sérieuse. Disons ça comme ça. Voilà. Je suis allée le voir, j'ai expliqué mon projet. Tenez-vous bien, hein, j'ai eu en tout et pour tout 30 000 euros. Voilà. Donc on ne peut pas faire grand-chose avec 30 000 euros. Eh bien, grâce à ces 30 000 euros, donc c'est ce qu'on a pu avoir, il m'a donné 30 000 euros en deux magères. Non, non. Maintenant, on a décidé de commencer à travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à Paris 12? Chaque chercheur, il y a une enveloppe pour chaque chercheur. Je ne sais pas si c'est 3 000 euros par année, enfin, par recherche. On a décidé de faire un pot commun en prenant tous les chercheurs qui étaient intéressés de manière médecin. Parce qu'avant de commencer toutes les recherches, il fallait d'abord qu'on sache si la fourmi manioc qu'on trouvait à Morne-à-l'eau était la même fourmi qu'on trouvait à Vieux-Habitants, la même fourmi qu'on trouvait à Baïf. Il fallait savoir. Parce que souvent, quand on discutait avec les agriculteurs, ils disaient oui, mais tini fourmi rouge, tini fourmi manioc rouge, mais tini ça qui nouait, tini ça qui n'y pique, qui pas n'y pique. Donc on ne savait pas ce que c'était. Donc il fallait faire un travail de biologie moléculaire. Il fallait quand même qu'on séquence les échantillons pour voir si toutes les fourmis qu'on avait sont bien manioc et avaient le même descendant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait collecter des nids partout. Dans toute la Guadeloupe, c'est ce qu'on a fait. On a fait à peu près 12 communes ou 15 communes. Parce que le problème, c'est que lorsque vous voyez les nids, par exemple, vous allez quelque part, vous avez vu qu'il y avait 5 nids. Mais dans les 5 nids, des fois, vous ne pouvez collecter que 2 nids. Parce que quand vous fouillez, la fourmi, c'est-à-dire que vous avez un nid à côté d'un arbre, la fourmi va aller mettre son nid sous l'arbre. Donc à un moment donné, à force de fouiller, vous vous retrouvez sous l'arbre, vous ne pouvez plus aller de loin. Si vous êtes dans une maison, vous commencez à fouiller, et puis le truc rentre sous un mur. Donc d'où la difficulté. Donc on a eu énormément de difficultés comme ça, mais quand même, on y est arrivé, on a prouvé que les fourmis, toutes les fourmis manioc qui étaient là, c'était la même espèce, parce que la fourmi manioc, c'est Acromerex orthospinosus. Mais vous pouvez avoir, il y a beaucoup d'espèces, il y a au moins 15 espèces d'Acromerex dans les îles. Donc ça aurait pu être autre chose, pourquoi pas. De même qu'Orthospinosus est venu, vous pouvez avoir d'autres espèces qui viennent et qui vivent en parfaite harmonie puisqu'on les trouve partout. Par exemple, en Guyane, j'ai travaillé sur les champignonistes, ceux qui élèvent des champignons. J'ai trouvé j'ai trouvé 10 champignons, j'ai trouvé des atas, des choses comme ça. Nous, on n'a pas d'atas, mais on a Acromerex orthospinosus et c'est la seule espèce qu'on a trouvée. Donc tout ça, il y avait tout un travail de recherche. Maintenant, on sait ce que c'est. Donc les 30 000 euros, c'est déjà... Ah, mais c'est déjà fini, parce que les 30 000 euros, parce qu'il fallait récupérer, il fallait faire des missions, il fallait collecter, et il fallait acheter des produits pour faire les séquençages. Ça coûte très cher pour faire de la biologie moléculaire. Bon, enfin, on a réussi à faire quelque chose. On a donc mis au point une méthode de lutte. Maintenant, il fallait trouver la méthode de lutte. On ne peut pas utiliser un insecticide parce que c'est interdit. Voilà. On ne peut pas utiliser, donc, tuer un insecte avec un insecticide. Non, puisque c'est des organochlorés, ce n'est pas bon pour l'environnement. Un fongicide pour le champignon. Les fongicides, c'est un peu moins dangereux que les insecticides, mais c'est toujours des produits. Voilà. Il restait donc essayer de trouver quelque chose qui modifie la vie. On a fait exactement comme un médicament. On a essayé de voir
ils mangent. Quels sont les enzymes? Un peu comme chez nous, si vous n'avez pas d'enzymes au niveau de votre estomac, vous tombez malade et vous mourrez. Mais c'est exactement pareil. On a essayé de voir comment fonctionne la physiologie digestive du champignon. Maintenant, on a essayé de voir, mais quels sont, dans toute la série des enzymes qu'on trouve chez un insecte, quelles sont les enzymes qui sont majeures? S'il n'y a pas, ça ne fonctionne pas. Donc on a trouvé, mais il y a eu beaucoup de travail de laboratoire. Donc on a fait ça donc à Paris 12. Maintenant on a trouvé. Et maintenant, il faut bloquer ces enzymes. Donc c'était encore d'autres recherches. Quels sont les inhibiteurs qui vont bloquer les enzymes majeures? On a trouvé. Et maintenant, on est au stade, on connaît l'inhibiteur, on connaît machin, on est au stade maintenant. Comment la fourmi va prendre ce produit pour l'emmener au nid? Sachant que les fourmis sont très, très, très malignes. Alors, c'est-à-dire que lorsque vous donnez, parce que rappelez-vous bien qu'il y a même des gens, quand ils ont commencé à utiliser le Mirex, il y a des gens qui disaient, ouais, mais des fois, ça ne marche pas. Parce que la fourmi en prend très vite. Ça va marcher 1 an, 2 ans. Mais après, les fourmis arrivent ils ont des signaux qui leur permettent de savoir que ça, c'est pas bon. Donc, quand vous mettez par exemple un produit comme le Mirex, les ouvrières vont l'apporter. Mais à l'intérieur, il y en a d'autres qui veillent, qui contrôlent. S'ils voient que le champignon meurt, le champignon va mourir 2 fois, 3 fois. La 3e fois, celles qui sont là, elles vont prendre, elles vont aller jeter à la poubelle. Parce que dans tous les nids de fourmis, il y a une entrée et une poubelle. Oh là là, chers auditeurs, qu'est-ce que c'est passionnant d'écouter tout ça. Voilà. En tout cas, je crois que Léonide Cellini, vraiment, c'est quelque chose que nous sommes très contents de découvrir aujourd'hui. Et très probablement, tous ceux qui nous écoutent aussi sont très attentifs à ce grand cours qu'ils auront la chance de voir en live vendredi et samedi. Nous en reviendrons tout à l'heure de la dernière partie de notre émission. Chers auditeurs, il est 19h, nous allons faire une petite pause. À tout à l'heure. Chers auditeurs, voilà, ce soir-là, je vous ai dit que vous êtes dans un festival de timbal. Et là, qui vous venez d'écouter là? Mais là, c'est notre papa encore de la musique latine. C'est monsieur Eddie Palmieri, bien sûr, mais au timbal, là, c'était un certain Andel Dueño qui a l'occasion de venir en Guadeloupe, qui accompagnait Eddie Palmieri lors de ses séjours ici, où il avait joué cette fois-là au Stade des Abîmes. Et c'était Andel Dueño qui était au timbal. Et bien là, voilà Andel, vous voyez, mais eux aussi, ils prennent de l'âge. Mais là, c'était au moment où Andel était en pleine fleur de l'âge, dans cet album qui s'appelle Solito. Et bien voilà, c'était la composition Justicia. Donc, vous voyez, chacun des musiciens, des percussionnistes, des timbalistes, ils voilà lundi. Mais ce matin, c'est avec plaisir que j'ai vu Boss ou... Être boss ou paraître. Ben, disons que, pour revenir à ce que disait Madame Cellini, si tu permets, elle disait tout à l'heure dans l'entracte, hein, je ne sais pas comment tu disais, l'entracte, leur antenne, que les merles sur Porte d'Enfer commençaient déjà à attaquer les gens. Et j'ai eu l'occasion de mettre une banderole il y a peut-être 2-3 ans de cela où j'avais mis l'édiplé d'Égypte. Et j'ai l'impression quelque part en fait qu'on a eu notre barracuda, nous avons eu les moustiques, et là maintenant on a les merles, on a les fourmis manioc. Et je ne sais pas quand est-ce que le peuple guadeloupéen, là, qui est derrière le micro, là, en ce moment, je ne vous vois pas, mais je suppose qu'il doit y avoir des gens qui nous entendent. Je ne sais pas quand est-ce que ces gens-là, ces gens-là, notre peuple, c'est-à-dire nous-mêmes, notre famille, tout ça, vont essayer de comprendre, d'accord, que la Guadeloupe est en train de traverser une passe, et une passe qui est absolument extrêmement grave, gravissime, et qu'avec notre pollution, avec notre je m'en foutisme, c'est-à-dire boire, manger, caca, dodo, co, à partir de ce moment-là, okay, on est dans une position de plus en plus, où en fait nous ne ressemblons pratiquement même plus à des êtres humains. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de manger du porc, parce que le porc du Christ, c'est sincèrement pas ce que je vais manger dans un moment soi-disant spirituel. Voilà. Et en fait, quelque part, j'ai l'impression que nous sommes dans une position de plus en plus de prédateurs. Est-ce que ça vient du fait que les guides qui sont en Guadeloupe
Et je ne parle pas des guides seulement, les guides politiques, je parle aussi des guides... j'ai dit ça l'autre jour sur la radio, l'autre radio, sur Radio Guadeloupe Première. J'ai dit que la Guadeloupe, pour moi, m'a l'air d'être une baleine, ok, qui est échouée sur la plage et qu'on n'a pas forcément envie de la remettre à flot, en fait. Parce qu'on peut bouffer de la baleine, ok? Donc on est en train de bouffer de la baleine, on est en train de manger la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire notre propre pays que nous aimons. Hein, ça, c'est un pays que nous aimons. C'est un pays que nous adorons d'ailleurs, ok? Mais par contre, on est en train de le détruire et en fait, on est en train d'aider tous les prédateurs politiques, et pas seulement politiques guadeloupéens, immigrés. Pas seulement immigré guadeloupéen, hein, parce que je suis un immigré, moi je suis retourné dans mon pays, en Guadeloupe, apparemment je suis un immigré, hein, je n'ai pas encore de statut, je ne sais pas vraiment bien qu'est-ce que je suis exactement dans mon pays. Voilà, je suis un palestinien, c'est pas mal, merci. Ok, donc à partir de là, bon, ça attire aussi les prédateurs, comment dirais-je, publicitaires, d'accord, qui viennent ici en fait uniquement pour faire du pognon, et que l'autre jour j'entends à la radio que les voitures de luxe ne connaissent pas la crise, ok. Alors il y a 2 ans de cela, il y a eu 14 Porsche vendus en Guadeloupe, l'année dernière il y en a eu 26, donc je suppose que cette année il y aura peut-être 50. Et des Porsche qui font quoi exactement? C'est des Porsche qui roulent toutes seules, il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Bon, j'ai même vu d'ailleurs une infirmière, mais heureusement pour elle, si elle arrive à gagner de l'argent à ce point-là, mais une infirmière qui arrive à rouler en Porsche Cayenne, en WW, enfin une voiture avec tous les sachets, pour aller s'occuper, une infirmière à domicile, pour aller s'occuper des personnes âgées. Alors, combien de couches de personnes âgées elle arrive à changer dans une journée pour arriver à faire... voilà. Et donc celui-là qui commence tôt, elle commence au moins à 6 h du matin. Donc après ça, on dira que je suis contre les gens. Je suis contre personne. Je demande simplement à comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. J'ai l'impression qu'on est en train d'y aller, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que le pilote est en train d'arriver à l'avion. Nous sommes sur la passerelle pour entrer dans l'avion. Et je constate que le pilote, il a une canne blanche. C'est un pilote, il est habillé en pilote. Donc c'est un pilote. Mais il a une canne blanche, il a des lunettes noires et il a un chien. Et j'ai l'impression quelque part, je me dis, mais les gars, mais attendez, mais d'abord moi, monsieur, quand ça me sait qu'il est aveugle. Mais c'est mon a dit, moi, sorti là, bourreau là, nous pressons, nous arrivons à Paris. Ok? Bourreau là, sorti là. Ok? Qu'on fait nous pète temps. Je dis, mais attends, mais pilote là, aveugle, on l'a mené nous. Peut-être qu'il arrive à décoller l'avion là, mais c'est y a pas d'atterri. Ok? Qu'on s'est bougal caïda là. Alors donc, quelque part, j'ai l'impression que nous y allons. Pourquoi? Parce que le gars est habillé en pilote. Donc à ce moment-là, j'aurais bien aimé essayer peut-être de m'habiller en monsieur le curé. À partir de ce moment-là, comme ça, à ce moment-là, en curé, comme ça, tout le monde va me dire que je suis curé. Je peux m'habiller en pape aussi, comme ça, m'appeler monseigneur. Mais à quel niveau on va arriver? J'entends même qu'il y a des mouvements culturels, carnavalesques. Je ne comprends pas comment on peut parler. On peut dire, je suis d'accord, on va certainement trouver quelque chose. On peut dire éventuellement mouvement, comment dirais-je, traditionnel. Enfin, bon, monsieur Ayotte, pas monsieur Ayotte, le groupe GBH, hein, voilà, on va dire ça plutôt, parce que ce n'est pas monsieur Ayotte en particulier mon problème. Je n'ai pas de problème avec monsieur Ayotte. Le groupe GBH, obtenir 30 jours d'ouverture dans le mois de décembre. Et le samedi jusqu'à 22 h et le dimanche jusqu'à 23 h. Pendant tout le mois, pratiquement tout le mois de décembre. Donc, ce qui veut dire en termes plus clairs, que ces gens-là ont obtenu ça, mais ces gens-là, ce n'est pas eux le problème. Qui c'est qui leur a donné l'autorisation? Est-ce que c'est une autorisation préfectorale? Est-ce que c'est une autorisation comment dirais-je, du conseil général? Ou est-ce que c'est une autorisation du conseil municipal? Alors si c'est une autorisation du conseil municipal, eh bien à ce moment-là, je suis obligé de poser la question, parce que j'ai entendu notre député de Bémao, enfin de Bémao, pas le député de Bémao, il y a quelqu'un qui avait dit ça, c'est pas le député de Bémao, le député de la circonscription dont fait partie Bémao, qui a dit à l'Assemblée nationale cette semaine, enfin la semaine dernière, qui a dit une chose que je trouve intéressante. Il a dit en fait qu'il y a environ 6 000 entreprises qui sont en train de couler en Guadeloupe. Et que ces 6 000 entreprises vont entraîner 18 000 pertes d'emploi. Mais c'est fabuleux. Ça fait déjà 10 ans, depuis 2004 que je le dis. J'ai mis des banderoles sur le pont. Monsieur Dugal a répété ce qui était marqué sur mes banderoles. Donc à partir de il a répété ce qui était marqué sur mes banderoles. Et je mets qui que ce soit au défi de me prouver le contraire. D'accord? Donc, quand j'ai parlé des 26 000 TPE qui créent au moins 100 000 emplois et qui créent beaucoup plus que 100 000 emplois en Guadeloupe, donc à partir de là, les TPE, c'est, comment dirais-je, de la variable d'ajustement.
c'est du menu frotté, c'est-à-dire que lorsqu'on sortit à Carrefour, on a dit, oh, mais ça l'a oublié acheter citron. Oh, en bien retourner là, parce que ça a trop réellement garon voici, et en plus, ni la chia dans ces bitins-là, nous dimanche, hein. On est dimanche. Et puis à partir, on a dit, oh, ma pépé, ouais. Ah ouais, bon, à quand même ça à boutique là, ma chère, tout, ma frisée légumes là. Bon, et on va vendre citron. Oui, on va vendre citron. On est citron? Bon, on est citron. Pour tu vas mon fils ou ma fille, ok, comme extra pendant le mois de décembre, puisqu'il est en vacances. Donc, à partir de là, pendant ce mois de décembre, il est resté à compter les voitures qui passaient dans la rue. Est-ce qu'il y a véritablement une relation, une cohérence entre ce que j'entends et ce que je vois? Et je me pose la question de savoir, est-ce que quelque part on voit quelque chose dans ce pays-là? Parce que, est-ce que nous sommes de la tribu, je ne sais pas, des Ivoiriens du tout? Okay? Parce que, figurez-vous, il y a un bonhomme qui s'appelait, je ne sais pas moi, bon, on va l'appeler Jésus, hein? Bon. Ce bonhomme-là arrive et ma chère Ponce Pilate lui dit, écoutez les gars, moi je me lave les mains du sang de cet homme, ce gars-là m'a l'air innocent, ce gars-là, mais c'est pas Cason Foumi, hein, il n'y avait pas encore l'entomologie, mais c'est Cason, c'est pas Cason Foumi, bon. Et puis finalement, il dit à Jésus, bon écoute, je donne une faveur, hein, je sais beaucoup, moi, on passe mon bouc machin sympathique, à quand boire un statut, au cas faire un bisou, devant la foule, et à partir de là, bon, mais à ce moment-là, et tout le bien réglé. Ok, tout est réglé, c'est-à-dire c'est le dieu Baal, le dieu des Romains. Et à partir de là, ok, la terre mélangeait de la salive en les yamiciers, mais c'est pas avoir été aveugle, il retrouvait la vie, la vue, ok, la vue. Bon, et là, regardez, des mères, monsieur ni des roches, c'est nous qui n'y l'argent là. Si on fait ça seulement, ça, j'entends les pètes, ça, ok, monsieur qui a foutu au décou roche, qui a pété tête à haut, ok. Jésus a dit, mais oui, mais il ne peut pas. Il y aurait un problème avec Jésus. Mais il s'est dit, mais il ne peut pas, bon statut. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Ça fait partie des 10 commandements. Tu n'adoreras aucune image sculpturale, ni picturale de quoi que ce soit de ce qui se passe dans les cieux. Ou j'avoue, Guadeloupéen qui parle non statut. Alors, chers auditeurs, ça c'est Patrick Nérini. Non, mais c'est comme ça dans le monde. C'est le monde, tout le monde qui a fait bité, hein, donc nous avons fait même bité là, nous avons copié. L'inné d'arabe, Patrick Nérini. En tout cas, je crois que vous avez compris quand même dans sa narration que les choses n'allaient pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Et je crois que nous aussi, voilà, aussi bien que la Bible dit. Nous aussi, à Kilti FM, nous vous disons régulièrement que notre petit pays, la Guadeloupe, est en train de prendre une tournure qui n'est pas dans le sens qu'il devrait. Bref, rapidement. Non, Patrick, ça va. Alors, donc, nous revenons, parce que le passe, Patrick, il faut voir. Et en fait, nous revenons à Léonide Cellini. Donc, Léonide, effectivement, vendredi 8 février 2013, nos auditeurs et ceux qui vont faire passer le message aux autres auront la chance, à partir de 18h30, de venir écouter des menaces ou des espèces envahissantes pour la biodiversité insulaire, cas de la fourmi manette notamment, voilà. Ainsi que M. Claude Sass qui sera avec toi. Oui, alors M. Claude Sass est professeur honoraire au Muséum d'histoire naturelle. Il a beaucoup travaillé sur les Antilles. D'ailleurs, il a fait un bouquin qui 650 pages sur plantes, milieux et paysages des Antilles françaises. Alors, Claude Sass a beaucoup travaillé aux Antilles parce qu'après la soufrière, je crois pendant 10 ans, il a suivi la reconquête de la flore au niveau de la soufrière. Donc, il connaît très bien les problèmes, les espèces floristiques de la Guadeloupe. Donc, il va nous parler un petit peu des espèces qui tendent à disparaître, qui sont rares. Et il est aussi membre, parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle la liste rouge de l'USN, l'Union internationale de conservation de la nature, où effectivement il recense dans le monde les espèces qui sont en danger ou en voie de disparition. Voilà. Donc, si je comprends bien, ta partie pédagogique qui se passe à Créteil, c'est ça, à l'université de Créteil, tu ne voudrais pas peut-être la transférer à l'université antillienne? Non, moi je suis, disons que moi je suis en poste à Créteil depuis 2001. Et là, je termine ma carrière après la fourmi manioc, que je prends ma retraite. Ah ouais? Je prends ma retraite, donc disons j'ai même prolongé parce que bon, je voulais vraiment terminer ce projet. Et bon, je pense que d'ici 1 an et demi, je prendrai ma retraite déméritée. Et où je ferai autre chose, parce qu'actuellement, je travaille aussi avec ça sur Saint-Barthélemy.
et je fais l'inventaire des fourmis et des termites de Saint-Barthélemy. Donc disons que j'ai des projets quoi. En freelance. Saint-Barthélemy a des projets aussi. Mais Euh, sérieux. oui, c'est-à-dire que là je travaille avec une association, c'est Barth Essentiel. C'est pas une scientifique, c'est quelqu'un à un moment donné s'est posé des questions. Il a voulu un peu défendre la biodiversité de son île. Et Bruno Magra était d'accord. Ben justement, elle a des problèmes là. Elle a des problèmes parce que bon, quand on veut défendre la biodiversité, donc ça veut dire qu'on est plus ou moins les plages, on les protège. On ne vend pas les plages, disons que voilà. On ne coupe pas les arbres n'importe comment. On n'achète pas un terrain, raser tout et faire venir des plantes ailleurs sans vraiment vérifier ce qu'il y a. C'est comme ça qu'on fait, qu'on a toutes des espèces envahissantes. Je vais vous dire une chose, les gens ont toujours dit qu'il n'y avait pas de fourmis manioc à Saint-Barthélemy. Et bien en 2011, on a trouvé des fourmis manioc et on a travaillé là-dessus en tant que chercheurs, enfin nous quoi, l'équipe de Paris 12, et on s'est rendu compte qu'effectivement, que la fourmi qu'on a trouvée à Saint-Barthélemy était originaire de la Guadeloupe. Et c'était arrivé avec un pied de bois d'Inde à Saint-Barth. Un pied de bois d'Inde. Un pied de bois d'Inde. On a trouvé à un seul endroit, et quand on est repassé l'année dernière, celui qui nous avait dit qu'il y avait la fourmi, on a été chez lui, il a dit qu'il n'y en a plus de fourmis. Mais là, je sais que c'est faux, parce que la fourmi ne disparaît pas comme ça. Les fourmis sont très résistantes. Une fourmi, je ne sais pas comment, c'est très résistant, c'est très maligne, ça mange tout. Alors, en tout cas, samedi matin, Léonide Cellini, samedi matin, la biodiversité au cœur du gosier, je crois que la découverte du jardin Alexina. Donc là aussi, ça sera, si tu veux, la partie pratique de ce qui va se passer vendredi soir à la mairie. Voilà. Donc, le samedi matin, de 9h à 12h, au quartier de l'Enclos à Gosier. Chers auditeurs, c'est tout au fond de l'Enclos. Chez Jackie, c'est Jackie et Maggie, Maggie et Jackie, vous les connaissez tous. Jackie, c'est l'ancien président de l'AG, avec lequel j'ai été footballeur à l'époque. Donc, jardin botanique et pédagogique. Donc, effectivement... On veut que ça soit un jardin botanique et pédagogique. Pour l'instant, ils n'ont pas le label. Mais c'est un jardin. Quand on parle pour ce jardin, on voit que ce jardin a énormément de potentialité, ne serait-ce que pour maintenir des espèces qui sont, disons, rares. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, il y a des espèces qui ont complètement disparu en grande terre et qu'on trouve des fois sur basse terre. Donc pourquoi pas prendre ces espèces et le réintroduire dans le jardin, ça permet justement d'avoir une connaissance de notre patrimoine floristique. Exactement. Alors, je suppose, Léonide Cellini, que toi aussi, très souvent, dans ta profession, dans ton métier, tu te retrouves un peu entre la chaise et le chou, comme on dit, parce qu'en fait, il faut défendre les insectes parce qu'ils sont de la biodiversité. En même temps, il faut beaucoup de temps. Alors, comment on arrive à jongler dans tout ça? Comment il faut trouver un juste milieu? Comment on va faire? Ben écoutez, il y a des insectes qui sont utiles, tout le monde le sait. Je prends le cas des abeilles et tout ça, c'est des insectes utiles. S'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation. S'il n'y a pas de pollinisation, on n'a pas de fruits. Et si on n'a pas de fruits, bon, eh ben, on a vraiment un problème alimentaire, un gros problème. Donc ce sont des insectes utiles. Mais vous avez aussi des insectes qui sont nuisibles. Ça veut dire qui attaquent les cultures. Par exemple, vous avez des insectes, des phytophages qui mangent les feuilles. Bien les chenilles, c'est pas eux, mais c'est peut-être leurs chenilles, enfin leur cycle. Par exemple, je prends le cas des pucerons. Tout le monde sait que, par exemple, vous avez des pucerons ici, mais vous avez les coccinelles. Vous pouvez profiter des coccinelles, mais indépendamment de ça aussi, vous avez des micro-guêpes, on appelle des parasitoïdes, qui tuent les pucerons en pondant dans les pucerons. Et ça existe naturellement. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à voir ce qui se passe dans la nature. La nature, pour pouvoir comprendre la nature, il faut observer. Des observateurs. Et si vous observez, vous allez voir qu'il y a des solutions à tout. Mais Léonide Cellini, c'est vrai que tu es plus branché entomologie, c'est-à-dire les insectes, mais sur le plan zoologique même, on a vu sur le plan guadeloupéen, tu as parlé tout à l'heure des coccinelles, qui à un moment donné ont été introduites en Guadeloupe parce qu'il n'y en avait pas. Il y a eu l'avènement des escargots
qui sont un gros prédateur aussi pour nos légumes. Ah oui. Donc en fait, c'est vrai que les insectes sont toujours là autour de nous. Les agriculteurs, ce ne sont pas des gens qui prennent un répit. Quand on arrive à éradiquer quelque chose, il y a autre chose qui rentre. Eh ben, c'est parce que, en fait, il y a beaucoup par exemple, des escargots. À un moment donné, ça a été introduit. C'est parce que peut-être il n'y a pas assez de contrôle, parce qu'avant, les gens amenaient n'importe comment. C'est ça, c'est les contrôles. Même si on dit que, bon, on dit aux gens de ne pas passer avec des plantes, mais il y a des gens qui mettent ça dans leur valise. Voilà. Bon. Il y en a même justement qui mettent dans leur sac, qui passent dans soi-disant les contrôles, mais les gens n'auront rien. Voilà, bon, il y a ça. Et puis, quelquefois aussi, vous pouvez avoir des plantes qui ont des maladies et qui rentrent ici. Des bactéries, des choses comme ça. Regardez, vous avez des bactéries, la cercosporiose noire. Quand vous avez par exemple des champignons, qu'est-ce que vous pouvez faire contre les champignons? Aujourd'hui, ça pose un gros problème, l'épandage. Mais comment lutter contre un champignon? Parce que le champignon, après, quand il y a les spores, ça part à... Tout à l'heure, un peu de... Avant que ça puisse devenir une épidémie ou une pandémie, est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un gros ravage, enfin une grosse catastrophe dans ce pays, c'est-à-dire qu'on ne nous parlons plus? C'est-à-dire qu'avant, il y avait Radio Babatax, on se parlait, on se disait des choses. Et il se trouve qu'avant que la cercosporiose, je suppose, hein, je dis peut-être certainement une bêtise, peut-être ou certainement, ça a commencé quelque part, avant de se répandre dans toute la Guadeloupe. Ah oui, mais de toute façon, la cercosporiose, ça a toujours existé, il y en a en Afrique aussi. Mais la noire? La noire est en Afrique, mais les femmes, la noire, les gens qui sont en Afrique, parce que il y a certains pays africains où ce sont les femmes qui cultivent. Donc, ils faisaient simplement, quand ils voyaient les feuilles attaquées, ils brûlaient. Je veux dire que la cercosporiose, non, ça fait longtemps que ça existe, c'est pas de maintenant. Non, mais je précise ma question. C'est même extraordinaire. Nous avons une chambre d'agriculture, nous avons l'INRA, nous avons le CIRA, nous avons un certain nombre de choses, d'organes, et comment ça se fait? Sans avoir El Rey del Timbal, El Señor Tito Puente. Ah ben là, c'est super. L'émission, tu as parlé de beaucoup de gens en fait qui ne sont pas reconnus, etc., qui ont fait des grandes choses et patati patata. Donc ce sont des gens qui ne parlent pas, ce sont des sans-parler, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent qu'en fait. Non, il y a vraiment un problème dans ce pays et c'est pour ça que ça fait un moment que je dis, j'explique, j'essaie de dire que et en fait, les gens qui sont vraiment valables dans ce pays-là, eh bien, pas vraiment valables. Il y a une partie de gens en Guadeloupe dont on ne veut pas entendre parler. Et il se trouve que c'est bizarre, ce sont des gens qui ont fait des grandes choses à l'étranger. Tu as parlé d'un monsieur qui a sombré dans l'alcool, tu as parlé de monsieur Cachemire, tu as parlé d'un certain nombre de gens, j'ai entendu Luxonneur. Mais quand est-ce qu'on va essayer de comprendre une bonne fois pour toutes que nous rejetons les meilleurs d'entre nous? Et j'ai l'impression quelque part pour les remplacer par quoi exactement? Par qui? Alors, Patrick Derinier, en tout cas, il y a quelque chose que je voudrais quand même que tu nous dises avant qu'on se quitte ce soir. Oui, merci. C'est être boss. Ça m'intéresse d'entendre ça parce que je crois que c'est une connotation particulièrement du Guadeloupéen. Être boss, c'est ou paraître. Alors, le boss en Guadeloupe, il a tendance à vouloir paraître. Mais c'est-à-dire est-ce qu'il est véritablement boss? C'est-à-dire que le peuple dit il est boss. Alors oui, il a le chéquier. Bon voilà, j'entends un gars chanter par exemple Canida, j'aime beaucoup, j'adore Canida. Il ne faut pas que je dise j'adore, mais moi j'adore. Ok, Canida, il a toujours travaillé. Au secours là qu'il dit, téléphoner là qu'il dit. Ça veut dire quoi? Parce qu'un individu a un chéquier, il s'appelle la kilti. Bon, à partir de ce moment-là, je dis, mais à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça veut dire que le culturel dans ce pays-là? Est-ce que le culturel, c'est le culte lurel? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on va faire le culte d'un individu, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps à faire marcher derrière un individu? À chaque fois, c'est toujours le même problème, il y a toujours une tête de liste. Moi, je ne suis pas de tête de liste. Je ne fais pas de politique politicienne, je ne veux pas être à la tête du palais de la mutualité, contrairement à peut-être ce que certains croient. Je veux faire rentrer, j'espère, je souhaite, à la limite, je vous supplie, de laisser les anciens rentrer dans leur palais qu'ils ont construit, qu'ils ont fait, qu'ils ont financé avec leur argent et de leurs mains. Ça, je trouve que ça, c'est tout ce que je demande. Et que ces gens-là rentrent dans le palais, qu'on ferme la porte et qu'on les laisse se débrouiller et s'organiser eux-mêmes. Très bien, très bien. Patrick, merci pour cette année 2013 que nous ouvrons avec toi au mois de février. En tout cas, nous te souhaitons bon vent. J'espère que les banderoles vont continuer à fleurir sous le pont et que tes messages continuent. Mais j'ai plus les moyens, personne ne veut m'aider, aucun Guadeloupéen ne veut m'aider. Même pour mettre 38 poubelles sur la route, les Guadeloupéens, pendant 11 mois,
les Guadeloupéens n'ont pas voulu m'aider. Ils attendent que j'aille voir les politiques. Parce que ça va casser notre jeu. Notre jeu, c'est d'attendre des politiques. Tu pleures, tu auras du beurre. Si tu pleures pas, tu n'auras rien. Alors, donc à ce moment-là, il faut demander tout le temps. Donc les politiques, ce sont des rois, ce sont des dieux vivants. Ils ont l'argent. En tout cas, Patrick Nerigny ne baisse pas les bois parce que même au niveau de Madame Céline Léonide, qui elle aussi est dans une structure que l'on pourrait dire officielle, elle aussi qui est dans une structure, on pourrait dire qu'elle jouirait de toutes les demandes et des avantages qu'elle souhaiterait. Mais en fait, on se voit que même à ce niveau-là, elle a eu 30 000 euros. est très... Oui, mais Alors, c'est une goutte d'eau, voilà. ce qu'elle a Rien fait du comme tout. budget. Rien du tout. Donc, 18h30 à la mairie du Gosier. Donc, porte ouverte, il n'y a rien à payer, c'est Non, free. non, il n'y a rien à payer, c'est la connaissance, c'est la biodiversité. On va parler de biodiversité. Les gens vont poser des questions et puis voilà quoi. C'est la connaissance. De ta connaissance. Merci Alors, de m'avoir reçu. je pense qu'on aura encore des choses à découvrir un vendredi soir. Hein. Tu ne nous as pas tout dit. Hein. Chers auditeurs, il y a beaucoup à apprendre encore avec C'est elle. la fourmi manioc, oui. N'hésitez pas. Et puis le jardin d'Alexina, c'est quelque chose de magnifique. Je connais. Donc n'hésitez pas à faire le déplacement entre 9h et 12h. Et en plus, vos enfants, vous pouvez les emmener à justement se rapprocher un peu de leur flore. Parce que je crois que de plus en plus, à avoir des gens, c'est qu'on ne pas même savent, qu'ils n'ont pas même qu'à manger ziam, ils n'ont pas même qu'à manger fouillapin, ils n'ont pas même qu'à manger patate. Ils ont oublié ça. Eh ben.